Salut Baptiste, Merci Pierre d'être là aujourd'hui. tu me reçois dans ce beau complexe de Dessines là. Oui, au Parc des Pas Sports. trop. Donc, c'est là où on s'entraîne et c'est là où il y a le meeting organisé par le club. Donc un bel endroit. Il fait beau, on est bien. Ouais. Je crois que tu viens de chez le kiné. Ouais. C'est les soins courants ou t'es blessé en ce moment? Non, pas de blessure, mais c'est vrai que moi pour le coup je suis pas trop sujet aux blessures, voire même quasiment jamais. Mais pour ça, en gros, je vois le kiné une fois par semaine pour massage, de récupération, etc. Et une autre fois dans la semaine pour des exercices de routine, Ok. de renforcement. C'est du préventif, c'est du Ouais, suivi. que du préventif pour l'instant. Ok. Je t'avais contacté, j'ai regardé aujourd'hui la date. Tu avais fait un post le 9 septembre Ouais, suite à ta non-qualification pour le monde. ouais. Ça fait un mois et un mois et demi, c'est digéré là? Oui, franchement, ça a été digéré quand même assez rapidement. En fait, au début, tu as la première étape où tu apprends la nouvelle, donc j'étais dégoûté. Puis à la place de couper, en fait, j'ai vu avec mon entraîneur pour partir 2 semaines et continuer à faire du sport plutôt que de faire la coupure, où là, en fait, j'ai fait de la montagne comme ce que je faisais avant. C'est vraiment un exutoire où j'ai pu penser à autre chose. Après, la période qui a été dure, c'est quand moi, du coup, j'ai enfin coupé et que les autres étaient aux mondiaux, donc qui étaient des amis, et puis de voir les autres courir en se disant merde, j'aurais pu être là. Ça a été un moment où vraiment, c'était 10 jours, 2 semaines un peu dures. Et après, quand je suis reparti, quand j'ai retrouvé la dynamique à Lyon et que je suis reparti sur de nouveaux objectifs, là, franchement, c'est totalement digéré, quoi. Ok, et sans régler de compte ou quoi, tu peux nous expliquer comment ça marche un peu ces qualifs? C'est Ouais. toujours très compliqué. Ouais, De en fait, ça part d'une base qui semble simple, et c'est ça l'avantage de l'athlète sur piste. On pourrait y revenir par rapport notamment à la course en montagne, mais c'est que les modalités sont simples. C'est que déjà on a un temps et Il y a des minima, quoi. il y a des minima. Donc en fait, la première obligation, c'est de faire le minima. Donc nous, c'était 8,13,66 en France. Et après, forcément, sur les disciplines concurrentielles où tu as plus de monde que de places qui font les minima, et après, ils sont obligés de mettre en place des critères de sélection. Il se trouve que les critères de sélection de cette année ont été mis en place par rapport aussi à ce qui s'est passé les années dernières. Donc chaque entraîneur a son petit mot à y dire dedans. Et il y a pu y avoir des situations dans le passé qui ont voulu être évitées. Par exemple, ça peut être des qualifications sur les championnats qui ont été loupées ou des choses comme ça. Et du coup, en fait, il y a des critères de qualification qui ont été mis en place pour essayer de définir qui est-ce qui pourrait être le plus légitime d'y aller. Donc nous, cette année, on était, je crois, 5 à avoir fait les minima. Après, il y avait Alexis Miele qui était blessé. Non, il y avait aussi Luc Le Baron, qui était très proche, mais au final qui n'a pas pu les faire, mais qui était très proche. Donc on peut même considérer qu'on était quasiment 6. Mais on était 5 officiellement à les avoir fait. Donc Alexis Miele était hors jeu à cause de sa blessure. Ils en prenaient 3. Ils en prenaient 3, donc on s'est retrouvé à 4. Mais en fait, on s'est retrouvé à 4 sans trop le savoir. Pour ma part, c'est-à-dire que, pour reprendre dans l'ordre, il faut faire les minima. Et après, il y a des critères de sélection. En gros, tu as un critère objectif, c'est les minima. Voilà. Et après, s'il y a trop de monde, ils vont arbitrer subjectivement. En temps normal, ce qui se faisait, même notamment l'année dernière pour les Jeux encore, c'est qu'après, parmi ceux qui ont fait les minima, on prend les 3 premiers au championnat de France. Ah oui. Ça restait quand même un critère qui était mis en avant sur les modalités de sélection en gras. Sauf que, après, il y a des critères de sélection annexes. Et nous, dans le demi-fond, ce qui a été décidé, c'est qu'à l'inverse du saut à la perche ou des choses comme ça, c'est qu'en demi-fond, ils se sont dit, on prend les 2 au championnat de France. Et le 3e, il est sujet à discussion à un comité de sélection selon d'autres points. Et après, des points énoncés, en fait, tu en as plein. Et c'est là où je trouve qu'on s'est un peu perdu. Enfin, moi, de mon point de vue, je me suis perdu. C'est qu'en fait, il y a tellement de points qui suivent que, comme je l'ai dit dans la publication Instagram, et c'était pour le coup, c'est ce que je ressentais, et j'ai pas de rancœur là-dessus, mais je pense que c'était tellement brouillon que finalement, il y avait tout pour pouvoir finalement justifier le choix final du comité. Ouais, d'accord. Et moi, en fait, ce qui m'a surtout touché et dérangé, c'est qu'en fait, de ne pas y aller tous, franchement, je l'ai vite accepté. Mais la manière dont ça s'est déroulé, j'ai été un peu dérangé. Je ne vais pas rentrer dans les détails et tout pour mettre en porte-à-faux qui que ce soit, parce qu'au final, c'était quand même il n'y avait rien de magouille. C'est juste qu'en fait, c'était de la mauvaise. Voilà, c'est joué un petit peu entre les lignes. Mais là où vraiment je suis un peu déçu, c'est qu'on a fait le championnat de France sans savoir que Louis, qui normalement, parce qu'on est censé participer au championnat de France sur la distance. De qualification souhaitée. Je pensais que c'était une condition sine qua non pour y aller, moi. Ouais, après, et en dessous, tu as, sauf dérogation médicale, parce que par exemple, nous, dans le groupe, on avait une fille, Sarah Madeleine, qui a eu une infection. Le médecin de la Fédé lui a dit non, tu ne peux pas participer, elle était juste excusée. Et l'autre point, c'était sauf si tu es qualifiable dans 2 distances. Sélectionnable sur 2 distances. Et en fait, c'est là où en fait, les jeux de langue prennent la place. C'est que, en fait, sélectionnable, moi je pensais que c'était avoir fait les minima, typiquement en lisant. Puis moi, les modalités de sélection, je ne suis pas du genre à m'étendre dessus.
Moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut être fort le jour J. Je savais qu'il fallait être fort aux France et faire les minima. J'ai pas cherché plus loin. Ouais. Sauf que, même si je me suis un peu renseigné avant, mais sauf que sélectionnable quand tu relis, en fait, ça veut dire quoi sélectionnable? Ça veut dire tu as le potentiel ou ça veut dire que tu as fait les minima? Ouais, c'est flou. Parce que dans le cas de celui qui y a été, il n'avait pas fait les minima ni sur 15 ni sur 3000 steeps à ce moment-là. Ouais. Mais pourtant, il a été considéré sélectionnable puisqu'il a eu le droit à une dérogation. Et cette dérogation, qui doit être accordée 48 heures avant le championnat de France, nous a pas été communiquée le jour du championnat de France. Ouais, d'accord. Et tu vois, moi j'ai vraiment eu la sensation, comme je l'ai écrit, d'avoir pris part à un jeu sans avoir toutes les cartes en main. D'accord, ouais. Parce que avec du recul et tout, bah, tu vois, moi j'aurais été à la place de Louis, j'aurais sûrement fait comme ça aussi. Tu vois, lui, c'est pas de sa faute. Franchement, j'en veux pas du tout à Louis Gilavert, loin de là. Et c'est juste que le système fait que ça a amené des troubles et que j'espère que par la suite, ces troubles-là seront effacés pour que tout soit le plus juste possible et le plus équitable possible. Moi, je pensais pas que c'était si compliqué. Je pensais qu'il y c'est pas avait les minima et qu'après, il y avait un côté subjectif où il prenait à l'expérience celui qui avait fait le plus de compètes ou qui avait... Après, le côté subjectif, il est là parce que finalement, le côté au comité de sélection, ça rassemble en gros un responsable entraîneur, le DTN, le président, le responsable de haute performance, le président de la Fédé, le responsable des athlètes. Et au final, entre eux, ils choisissent. Après, comme moi, j'y étais pas, donc je sais pas comment ça s'est fait. Tu sais comment ça se passe? Ouais, je pense honnêtement, je sais pas trop parce qu'après, en fait, j'ai pas voulu rentrer dans le délire de je vais contester machin. Je me suis dit non, de toute façon, ça changera rien. Je pense que le mieux pour moi, c'est d'accepter le truc. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu une conversation avec le DTN qui s'est très bien passé, même si avant j'étais un peu en colère sur les modalités et tout. Puis après, j'ai discuté avec le DTN. Bon, bah effectivement, il m'a justifié ses choix. C'est un point de vue. Moi, je n'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'il m'a présenté, mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui est nouveau. Et ce que je regarde un peu, c'est que je pense qu'il ne s'est pas beaucoup épaulé sur ces décisions-là des gens qui étaient déjà là avant lui. C'est le seul truc qui, je me suis dit, c'est dommage. Mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui a plein qui a plein de motivation et plein d'envie pour la suite, pour construire vraiment une équipe de France qui soit performante. Donc je me dis, bon, bah, on va lui faire confiance. Peut-être que là, pour le coup, il pensait que j'étais pas le mieux à la situation, même si moi je me sentais prêt, mais comme beaucoup de gens. Mais bon, par la suite, franchement, et c'est le délire que tu bordes sur Instagram, tu as des petites leçons de se dire, bon, bah, je vais rebondir et tout. À chaque fois, je me disais, ouais, c'est un peu bateau et tout. Mais c'est vrai que maintenant, je le ressens un peu de me dire, bon, bah là, c'est une frustration que j'ai pour moi. Je vais pas en faire des caisses à faire des grandes leçons de morale, mais au fond de moi, je sais que bon, bah, le jour J, ça peut être une force supplémentaire, quoi. Et je pense que c'est dur pour toi parce qu'en regardant ta fiche base athlée, ouais. Je pensais que tu avais beaucoup plus de sélections. Je sais pas pourquoi. Ah non, mais en fait, moi j'ai commencé déjà tard. Ouais. C'est-à-dire que ma première licence, je l'ai pris à 18 ans. On va revenir sur ta carrière. Mais en gros, tu as une sélection jeune. J'ai une sélection ma première sélection, c'est les Europes de cross en jeune, en 2021, que j'ai fait notamment avec Bastien Augusto, un ami qui est dans mon groupe d'entraînement aujourd'hui. Et ça a été un tournant, on y reviendra sur le fait que je sois là aujourd'hui à discuter autour d'une piste. Et après, j'ai fait en 2022 une sélection de course en montagne en Thaïlande, où j'ai fait le format course en montagne, c'était les championnats du monde. Et après, j'ai fait une sélection universitaire aussi à Oman pour les championnats du monde universitaires. Donc là, j'ai fait 2 sélections. Et donc là, si tu avais une sélection, c'était d'une compétition majeure, d'un sport majeur, quoi. Donc ça changeait presque ta carrière, quoi. Ouais, ça changeait ma carrière. Enfin, je pense que ça... Mais ça aurait changé le fil des choses. Mais comme le fait de ne pas avoir été pris va aussi changer le fil des choses. C'est possible, ouais. C'était le cas, je crois. C'est 2 chemins différents. Au final, je ne sais pas s'il y en avait un qui était meilleur que l'autre, mais... C'est ce que disait Étienne Daguinos après sa non-qualification au jeu, il a fait une grosse saison. Ouais, exactement. Daguinos, il était monstrueux, quoi, cette année. Alors, est-ce qu'on peut reprendre t'as quel âge? J'ai 26 ans. Ouais, t'es 99. Et alors, comment tu as attaqué l'athlé, si tard? Tu faisais quoi avant? Alors avant, donc moi, j'ai grandi en région parisienne. Pour le coup, avec du recul, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai grandi en région parisienne, mais j'avais ma famille qui était dans la vallée de l'Ubaye, notamment, comme je te disais un peu avant le podcast. Ouais. Et j'avais donc une famille qui était assez sportive, notamment pour mon grand-père, mais sportive dans le mode loisir, pas du tout de compétition, etc. Et avec mon grand-père, j'ai commencé très tôt à faire des sports d'endurance, que ce soit du vélo ou de la randonnée, jamais de course à pied. Puis après, en fait, par des amis notamment de ma famille, quand je partais en vacances, j'avais un autre ami à ma mère notamment et à mon père qui faisait beaucoup de sport, lui qui avait fait de la motocross et qui faisait ensuite beaucoup de vélo. Donc avec eux, j'ai fait beaucoup de sport d'endurance pendant les vacances, ce qui m'a amené à développer cette petite appétence-là et ce goût pour la montagne par ma famille. Et en fait, quand moi, du coup, j'étais en région parisienne, j'ai commencé quand j'étais petit par faire du foot, du tennis, du karaté, j'ai fait même de l'art du cirque, tu vois, donc j'ai fait un peu de tout comme un enfant classique. Et en club, comme tout le monde? En club, comme tout le monde, surtout du foot, j'en ai fait 7-8 ans, mais à un niveau à l'échelle d'une ville, un jeune, donc
pas du haut niveau ni quoi que ce soit. Mais au fur et à mesure des années, autour du collège-lycée, en fait, le fait de commencer à faire beaucoup plus d'endurance en montagne, etc., ça m'a donné le goût de suivre aussi des sports d'endurance en compétition, notamment le vélo, le ski de rando, et puis commencer aussi à avoir un peu en course à pied, même si je n'étais pas fan. Et du coup, ça m'a donné l'envie de faire de l'endurance, mais à proximité de chez moi, il n'y avait pas de sport qui permettait ça. Le ski de rando à Paris, c'est dur. Ouais, et en fait, moi, c'était à cette époque-là, j'étais surtout sur le VTT. Et tu vois, en fait, moi, donc j'ai fait pendant plusieurs années, à l'époque du lycée, du VTT en cyclotourisme. C'était le seul club qu'il y avait à côté de chez moi, et qui finalement offrait pas le cadre de compétition et les moyens pour faire du haut niveau. Et c'était loin de moi cette idée. Donc en fait, c'était juste du plaisir. Et en fait, ce qui a fait que je suis passé sur la course à pied, c'est que déjà quand j'étais petit, j'avais fait les crosses du collège et du lycée qui étaient obligatoires et que j'avais quasiment tout le temps gagné. Voilà, donc ça, je savais que j'étais bon là-dessus, mais j'aimais pas spécialement courir. Et en fait, en arrivant donc moi j'ai fait une école d'ingénieur à l'INSA, donc à l'INSA de Lyon, qui est à Villeurbanne, juste à côté. C'est ce pourquoi je suis venu à Lyon d'ailleurs, pour l'école et parce que j'avais aussi envie de me rapprocher des montagnes, qui est vraiment un élément dans lequel j'avais envie de vivre. Donc il se trouve qu'aujourd'hui je suis resté à Lyon. Et donc pour ces deux choix-là, je suis venu faire des études à Lyon. Et en fait, c'est une école qui est, sans le savoir, qui est hyper sportive. Mais tu n'avais pas de licence d'athlète avant de venir à l'INSA ? Non, ah bon pas de licence d'athlète. Donc tu as attaqué vraiment très tard. Ouais, j'ai attaqué super tard. Et en fait, le sport était obligatoire. Donc on avait soit 2 heures de PS comme au lycée, en fait, soit on pouvait choisir une spécialité. Et à ce moment-là, on rentrait dans une association sportive. Et en fait, moi, je me suis dit, j'aimais beaucoup le vélo à titre loisir. Mais en fait, il n'y avait pas d'AS vélo. Et bon, c'était en prépa intégrée. Il y avait une charge de travail plutôt conséquente, donc j'avais du mal à voir comment je pouvais continuer à concilier ma passion du vélo avec le reste. Et du coup, je me suis dit, je vais tenter une AS. Et en fait, il y avait des sélections AS le mardi et le jeudi. Et il fallait faire normalement les deux. Et en fait, le mercredi, je me suis dit, putain, en fait, c'est vrai que la course à pied, je suis pas mauvais, pourquoi pas essayer ? Sauf que c'est normalement trop tard. Bon, j'ai contacté la prof de sport et finalement, elle m'a laissé venir le jeudi. J'ai fait la course de sélection le jeudi, c'était un 7 km, c'est très bien passé. Et j'ai fini juste derrière un gars qui est devenu un super pote avec moi, avec qui je me suis entraîné pendant 2 ans. Et donc, je suis rentré en AS athlétisme à l'INSA pendant 1 an. J'ai commencé à faire mes premières compétitions, 10 km. J'ai fait aussi, j'avais fait un 5000 mètres sur piste, je crois que j'avais fait 15,55, enfin tu vois, voilà, à la fin de l'année. Et en 10 km, j'avais dû faire 33,48, un truc comme ça. Et en fait, là, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la course en montagne à haut niveau, parce qu'en fait, dans l'école dans laquelle j'étais, il y avait une section sportive de haut niveau qui est une des plus réputées en France, sans le savoir. Et donc là, j'ai rencontré des gens, alors je ne sais pas si ça te parlait, des Sylvain Cachard, oui, bien sûr. des Mathieu Delpeuch, et qui sont des gens qui sont aujourd'hui professionnels en équipe de France, qui étaient au mondiaux de trail d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Et ces gens-là, en fait, qui ont été le lien entre le fait que je découvrais l'athlétisme et ma passion de la montagne. Et en les fréquentant, en fait, j'ai rassemblé ça dans une pratique qui était donc la course en montagne, que j'ai commencé à faire finalement l'été à la fin de cette première année à l'INSA. Et c'est eux qui t'amenaient courir en montagne au début Ouais, en fait, même pas. C'est que moi, vu que j'avais de l'attache en Dubaï et tout, en fait, c'est eux qui m'ont donné, qui m'ont montré la possibilité de ce sport, qui m'ont fait connaître ce sport. Et après, moi, j'y suis allé par moi-même. Et puis, en fait, à la fin de cette année-là, Sylvain Cachard était dans un team qui s'appelait le team Buff Oka, qui proposait un week-end de sélection pour avoir 2 ou 3 nouveaux jeunes espoirs dans la team. Le week-end que j'ai fait. Et ça a été le début de l'aventure avec Oka notamment. Donc en fait, à la fin de ma première année, je suis rentré dans ce team Buff Oka de trail. C'est ce que j'allais dire, ouais. Donc tu as fait 1 an de hockey. Ouais. Et en fait, après, j'ai jonglé donc, avec un entraîneur qui était Pascal Balducci, qui est décédé, et qui jonglait entre lui, son suivi, puis il me calait avec les entraînements de l'AS INSA, puis il me calait aussi avec les entraînements de Sylvain. Donc en fait, au début, je m'entraînais, quand je reprends avec du recul mon programme d'entraînement, je me dis, ah ouais, c'était soft. Mais du coup, il a été assez vigilant pour me faire construire une base solide sans me blesser. Ouais. Et tout en m'amenant des premières clés de la connaissance du haut niveau. Donc c'était une super alchimie. Et puis il y avait des gens dans ce team-là qui étaient des amis, comme je te disais tout à l'heure. Et ça me marque parce que j'ai vu en fait hier Nicolas Maridaru, un ami qui a fait du steep, qui a publié sur les réseaux, selon lui, une publi qui retraçait ce qu'il aimait chez les gens. Et en fait, le résumé de sa publi, c'est qu'il aimait les gens qui étaient sérieux sans se prendre au sérieux. Et moi, je m'identifie totalement à ce qu'il dit et j'aime beaucoup cette phrase-là. Et pour le coup, dans ce team-là, il n'y avait que des gens qui étaient pour notre âge, sérieux dans leur implication, mais qui rigolaient. Enfin, moi, j'ai que des bons souvenirs humains qui sont avec ces gens-là. Et donc, en fait, ça m'a renforcé dans le fait d'aimer ce milieu-là du trail.
Et après, s'en est déroulé plusieurs années jusqu'à temps que j'arrive là. Et ton premier contrat Oka, ça ressemblait à quoi là? C'était un team espoir, c'est ça? Ah là, si, en fait, je ne sais même plus s'il y avait un contrat, mais c'était qu'en fait, Oka donnait des dotations aux athlètes. Donc, Oka et Buff. Donc, Buff, c'était pour la partie vestimentaire. On avait casquette, short de compétition, t-shirt et tout. Et Oka, c'était les chaussures. D'accord. Donc, en fait, pendant 2 ans de mes dernières années espoir, parce que je suis rentré en espoir 2 dans ce team, j'ai eu des chaussures Oka et des habits Buff. Ok. Et il n'y avait pas de financier ni rien. Et on avait 2 entraîneurs, Julien Rancon et Pascal Balducci, et le responsable de la structure qui est Fred Bousseau. Et là, quand au bout d'1 an d'athlète, tu as même du matos, tu dois te dire, je vais faire l'effort, non, ça doit te motiver? Ouais. Et en fait, là, ce départ. qui était et je remercie le team de s'être construit comme ça, c'est qu'en fait, j'ai eu la petite aide d'avoir du matériel et tout, mais sans pour autant avoir la charrue avant les bœufs, d'avoir un contrat, d'avoir les photographes, les machins. C'est-à-dire que je me suis jamais, et après c'est aussi dans mon comportement et dans mon état d'esprit, mais je me suis jamais pris pour une star. Et ça, je trouve que dans le trail et tout, ou même de manière générale, tu vois, c'est bien que les jeunes gardent les pieds sur terre et que quand tu es en fait en espoir ou quoi, d'avoir une petite aide matérielle c'est bien, mais d'avoir trop d'un coup, ça te fait, t'as l'impression d'être arrivé alors qu'en fait t'as pas fait ton chemin, tu vois. Tu parlais de. Pardon, continue. Tu parlais de Daru. Ouais. Si on estime que tu gravites autour de l'équipe de France, il y a Alice Finot, Daru, toi, vous avez des carrières assez atypiques quand même. Ouais, C'est après marrant. Alice, moi je la connais moins bien, sauf que je l'ai croisée dans des stages d'entraînement. Après, il y a en fait Nico Daru, ce qui est super marrant, c'est que lui, effectivement, il a une trajectoire de vie qui est incroyable. Et aujourd'hui, il a un supplément d'âme qui est lié à sa carrière militaire, qui est folle. Nico Daru, tu vois, pour te situer, mes derniers France de course en montagne, mes avant-derniers France de course en montagne, c'était dans le dévolu. Moi, j'avais fini 6 ou 7e et lui, il avait fini 4 ou 5e. En fait, on avait 2 places d'écart, on ne se connaissait pas. Et quelques années après, on se retrouve ensemble en stage pour faire du 3000 steep. Et lui, ce qui est fou, c'est que. Et c'est triste pour lui parce je pense qu'il y a quand même des gens qui doutent peut-être un petit peu de lui. Et moi, qui suis quelqu'un qui le connaît très bien, j'ai aucun doute sur lui. C'est quelqu'un qui, en fait, a juste une trajectoire de vie incroyable. Ouais. Et il a fait de la montagne parce qu'il était passionné de montagne. Ça a dû lui développer des capacités d'endurance assez hors normes. Aujourd'hui, il a en plus de ça la force mentale d'un militaire et il a réussi à concilier ça avec sa rigueur qui fait qu'en fait, mis bout à bout, c'est un gars qui continue de performer au fur et à mesure des années. Effectivement, il a un âge qui est plus élevé que le nôtre, il continue d'être performant. C'est étonnant, mais quand on connaît le gars et tout, il a un état d'esprit, il est encore jeune dans sa tête, jeune dans son corps et moi j'adore ce gars-là parce qu'il est rayonnant, quoi. Il est Je ne le personnel. connais pas, mais j'ai l'impression que tout le monde l'estime. Ouais. Tout le monde, en fait, tous ceux qui le connaissent dans le milieu, enfin même dans le milieu du haut niveau et tout, et franchement, après dans le milieu, tu prends l'équipe de France d'athlètes, pour avoir eu la chance maintenant de faire des stages et tout avec eux, ils sont tous, mais c'est des crèmes quoi. Tu prends des Yann Schreup, des Romain Mornay, des Jimmy, il n'y en a pas un que j'aime pas, tu vois. Et c'est des gens qui sont très simples et tout. Et c'est ça que des fois je pense que c'est ça qui fait aussi la différence entre quelqu'un qui va être vraiment le meilleur, c'est que eux, ce que j'apprends d'eux, c'est que c'est des gens qui sont simples. Tu vois, tu prends un Romain Mornay, mais il a, tu vois, ce qu'on peut dire le boulard et tout quand t'es bon. Romain Mornay, c'est un gars, il est simple, il a les pieds sur terre et tout, et c'est hyper inspirant. Ouais, et Nico, il est pareil. Je me fais peut-être un peu l'avocat du diable volontairement, mais ouais, justement, est-ce que pour être champion du monde, il ne faut pas justement ne pas être une crème, mais un tueur Ouais, mais tu vois, moi, tu vois, dans le groupe, moi j'ai un bon exemple au quotidien dans le groupe, et Jimmy, c'est un super exemple là-dessus. C'est que tu vois, nous, je trouve que Sarah, elle est un peu. Tu vois, Sarah, quand elle met ses baskets, quand elle part en compétition, c'est une tueuse. Mais au quotidien, c'est une crème, quoi. Oui. Et Jimmy, c'est pareil, tu vois, Jimmy, c'est un gars, Ah oui, mais je te parle pas au quotidien, ouais, bien sûr. Ah ouais, mais Jimmy, par contre, il faut être un tueur. Je pense qu'il rentre dans ce cadre de tueur. Il faut être un tueur, devant les médias, tu vois, il assume. Ouais. Après, en plus de ça, Jimmy, il assume son statut parce que d'un point de vue médiatique, c'est son comportement médiatique. Et je pense que lui, ce qui fait qu'il arrive à être stimulé, c'est de aussi, tu vois, de se stimuler lui-même en annonçant des choses et en plus, il arrive à les faire. Ouais. Après, ça, c'est parce que lui, ça le stimule. Autant pour d'autres, ça peut être destructeur. Donc ça, c'est à chacun de trouver qu'est-ce qui, toi, te stimule pour être performant. Moi, je sais que, tu vois, par exemple, ce que j'aime bien aussi, c'est que là, on est à Lyon tranquille et tout. Tu vois, je refais mes forces et que du coup, cette force-là, après, j'arrive à la délivrer en compétition. Et après, c'est sûr que le jour J, il faut être un tueur. Mais être un tueur, pour être performant, il faut être un tueur le jour J. Et encore une fois, tu vois, moi je fais le parallèle avec des gens, avec la motivation. C'est comme des gens qui ont des discours de motivation où d'un coup ils vont se rentrer dedans et tout, et au final, ça ne perdure pas dans le temps. En fait, c'est ça, c'est que d'avoir une motivation le jour J et une motivation à long terme pendant 20 ans,
tu vois, c'est que les beaux discours sont remplacés par les actions. Et je fais dans l'athlète, d'être un tueur, c'est pas forcément à dire que tu es un tueur ou quand tu arrives sur le stade, tu as les lunettes de soleil et tout, tu te la racontes, tu prends un comportement de killer. Celui qui est le vrai killer, c'est celui qui arrive, il est tout tranquille et tout, mais par contre, quand il est sur la ligne de départ, là, c'est un tueur et là, tu parles à personne. Ouais, mais je suis d'accord. Et en fait, ça, c'est même un Romain Mornet, tu vois, Romain Mornet en championnat, super fort. Pourtant, à côté, et toi, tu te vois comment? Et ben en fait, au fur et à mesure du temps, je pense que j'arrive à vraiment bien trouver cet équilibre-là. Et par le fait, tu vois, de petits détails comme ce qui s'est passé, enfin de gros détails comme ce qui s'est passé avec les mondiaux, et ben jusqu'à maintenant, je pense qu'en compétition, j'avais toujours le bon mindset. Et aujourd'hui, je pense qu'il me manquait un petit peu d'agressivité, tu vois. Et cette agressivité-là, je commence à la nourrir grâce à ces choses-là. Donc je suis plutôt content là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui suis tout le temps meilleur en compétition qu'à l'entraînement. Donc je pense que j'arrive à avoir ce petit supplément d'âme qui fait que ça va mieux. Mais après, si tu veux être un champion, des suppléments d'âme, il en faut plusieurs. Et du coup, voilà, petite frustration qu'il y a encore là cet été, c'est encore un nouveau supplément d'âme. Parce que par exemple, quand tu t'es lancé sur les France de ce type là où tu fais 3, sur la ligne, t'es quoi là? Tu dis je veux être dans les 3 pour me qualifier, je veux gagner, c'est comment? Tu vois, ça c'est une erreur. Je sais pas si tu as vu la course, mais en fait, dans la dernière ligne droite, en fait, moi, je suis parti pour me dire, c'est la première fois que je me disais, putain, cette année, je pense que je peux gagner. Et du coup, je suis parti, et en fait, à l'entraînement… Par rapport au chrono, tu veux dire? Par rapport au chrono, par rapport à la forme du moment, et en fait, mon entraîneur, j'ai un entraîneur qui est incroyable, on pourra y revenir dessus, qui est très très bon, et il m'a fait faire une séance parce que je ne suis pas quelqu'un qui va avoir une surconfiance non plus, et il m'a fait faire une séance qui m'a quand même vraiment mis en confiance. C'était un truc tout con, c'était 2 fois 1000 mètres, un 1000 mètres steeple classique, un 1000 mètres progressif. Et en fait, sur le 1000 mètres progressif, j'ai eu des sensations en finissant très très fort sur le dernier tour. Je me suis dit, putain, ça c'est un scénario de course où si je me sens fort, je peux essayer de l'appliquer. Du coup, vu que j'ai été en confiance aux France, je suis arrivé, je me suis dit, putain, dans la course, je me suis dit, attends, je vais essayer de reproduire ce qui s'est passé là. Bon, après, en fait, là, j'étais tout seul sur le stade, j'étais focus sur mes sensations. Bon, là, le championnat et tout, tu as toujours un peu plus de doutes et tout, donc j'ai un peu moins mis en place ce que je voulais. Mais l'idée, c'est que je me suis arrivé sur la ligne en me disant, je veux gagner. Et en fait, dans la dernière ligne droite, donc il y a Nico qui passe, qui était bien au-dessus de moi physiquement, donc voilà, je ne le passe pas. Et en fait, je me suis retrouvé deuxième, et malgré tout, au moment, je me suis dit, tu sais, d'un coup, je suis un peu sorti j'ai été dans ma bulle pendant 2900 mètres, et dans la dernière ligne droite, je me suis dit, putain, tu sais, d'un coup, comme si je sortais de ma bulle, de me dire, putain, ça y est, je suis en train de faire podium et tout. Et du coup, j'ai commencé à me réouvrir au monde extérieur, à me dire, putain, il y a Bedrani qui revient, j'ai fait que me retourner et tout, je me suis retenu 5-6 fois dans la dernière ligne droite. Bedrani me passe devant, je finis 3e à 2 centièmes, et ces 2 centièmes-là qui m'ont aussi coûté la sélection, du coup. Ouais. Et donc, du coup, tu vois, j'ai été parfaitement concentré en mode killer, si on veut, mais même en mode concentré sur ce qu'il fallait faire à l'instant présent. Et en 100 mètres, je suis sorti de mon truc, tu vois. Sauf que bon, moi, j'étais 3e. Pour moi, c'était bon parce que je n'avais pas encore pour Louis. Et en fait, je n'avais pas fait les minima. Et la semaine suivante, tu vois, du coup, on organise une course avec mon agent Aziz El Ralaoui qui trouve un lièvre de dernière minute à hors de game pour nous emmener sur les minima. Donc là, en fait, j'étais qualifiable aux mondiaux et j'avais plus qu'une chance pour faire les minima. Donc il y a une petite pression quand même, tu vois. Et ce qui a fait que j'ai réussi à les faire, c'est qu'en fait, toute la course, je me suis dit, ne pense pas aux minima, sois concentré sur l'instant présent. Et c'est ça qui est important aussi dans la prépa mentale, on pourra peut-être y revenir, et que j'ai un peu travaillé, c'est que de limiter, en amont, réfléchir à tous les paramètres qui pourraient te faire sortir de ta bulle pendant la course, donc que ça soit le lièvre, l'allure du pacing, les intentions qu'il faut avoir, etc. Et une fois que tout ça c'est au clair, pendant la course, tu peux te mettre dans ta bulle et gérer que les variables aléatoires que tu peux pas gérer. Est-ce que lui va partir vite, tout ça, tu sais pas. Il y avait la wave light et tout. Il n'y avait pas de wave light. Non, il n'y avait pas de wave light. Ok. Et on avait un super lièvre, Youssef Boutaïeb, si jamais nous entend, qui a fait un travail de malade. Et du coup, en fait, moi, j'avais réglé en amont toutes les variables que je pouvais gérer, le lièvre et tout avec l'agent. Et le jour J, tu vois, j'ai pu me mettre dans ma bulle. Et je me suis dit, ne pense pas au minima, concentre-toi sur l'instant présent, fais au mieux, relâche-toi et fais la meilleure course possible. Et en fait, il y a un moment dans la course où je me suis dit, putain, en fait, j'ai pas regardé les temps de passage et tout, je suis passé même un peu lent au 2000 et tout. Enfin, tu vois, si j'avais regardé le temps de passage, j'étais 5,32, on était sur l'allure de 8,18 alors qu'il fallait faire 8,13. Et là, tu regardes ça au 2000, tu te dis, waouh, ça fait mal à la tête, il faut que je fasse moins de 2,40 le dernier kilo, c'est chaud. Sachant que les allures de minima, c'est 2,43, tu vois, ouais. Moyenne. Et du coup, en fait, ça,
je l'ai su après, et typiquement, si j'avais trop regardé les chronos et tout, ça aurait pu me sortir de ma course. Il y a un moment où je me suis dit, putain, je pense que je suis pas mal pour faire 8-13 et de penser au minima. Pendant l'espace de 2 secondes, je suis sorti de ma course et je me suis dit, Baptiste, reste concentré, oublie ça. Et je me suis remis dedans. J'ai fait la course pour essayer pour faire la course, pour essayer de faire du mieux possible. J'ai passé la ligne, j'ai vu que j'avais fait 8-12, je me suis dit, incroyable, quoi. Sur 3000, est-ce que c'est. Je connais un peu la réponse, je pense. Est-ce que c'est comme sur 20 ans? Est-ce que tu peux avoir un petit passage à vide sur 3000, puis ça va mieux ou non? C'est trop court. Je dirais que mon entraîneur, c'est qu'au début, quand j'ai commencé, il avait tendance à dire que quand tu cours un 3000, tu cours souvent le premier kilomètre un peu plus rapide, parce que tu as l'effervescence du début. Le deuxième, tu calmes un peu le jeu, parce que tu te dis, bon bah voilà, tu te refais un peu la cerise. Mais volontairement ou c'est physiologique presque? C'est tout le monde pareil? C'est-à-dire qu'au début, pour faire les meilleurs chronos, on avait tendance à partir comme ça, de faire vite, un peu plus tranquille. Ah, c'était vite. stratégique alors? Ouais. D'accord, ok. Et après, tu vois, là par exemple, les minima, on les a courus dans une autre stratégie, c'est de faire tout le début un peu lisse, autour du 8-15, 8-16, et de finir fort. D'accord. Et je pense que finalement, c'est cette méthodologie-là qui me correspond le mieux. Mais après, sur 3000 steeps, moi, j'ai jamais ressenti. En fait, c'est quand même un effort qui est court. Le début de course, ça passe tout seul. Et en fait, quand tu arrives au moment où tu peux potentiellement avoir un creux, tu aperçois le bout. Ouais. Donc, tu as tout le temps un truc mental qui fait que tu n'as pas le trou. Non, je pense pas. Et là, ce changement de stratégie, c'est Bastien qui a changé d'état d'esprit ou il l'a appliqué à toi? C'est uniquement pour toi? Ouais, c'est des évolutions qu'on a eues en fonction, Ok. je pense, de mon niveau, des opportunités qu'on a. Parce qu'en fait, quand tu cours sur 8,45 et quand tu cours sur 8,13, c'est pas les mêmes courses. Oui. Donc quand tu cours sur 8,13, si tu veux partir direct sur 8,13 et tu te retrouves tout seul devant parce que personne n'est capable de suivre, mieux vaut courir avec des gens pendant 8,15, sur l'allure de 8,15, 8,16 avec un lièvre sur une allure plus lente qui sera capable de t'emmener plus loin et de garder un peu des plumes de ton côté pour pouvoir finir fort. Et moi, finalement, c'est ce schéma-là qui, en fonction de ma physiologie et de ce qu'est capable de faire un lièvre et des gens, et ben en fait, tout ça mis bout à bout, c'est ce qui marche le mieux. Et après, c'est vrai que les premiers records que j'ai faits, je les ai fait au Mnel, donc il y a juste la piste qui est derrière nous. Et on avait la chance d'avoir Bastien, qui était à ce moment-là directeur du meeting. Aujourd'hui, c'est Stevenson, son ami. Et du coup, lui, il pouvait régler aussi les wavelets, etc. Donc forcément, on avait aussi tous les coureurs avaient leur mot à dire, nous aussi. Et donc, on essayait de gérer les allures pour qu'elles fassent un peu plus vite, un peu plus lent, un peu plus vite. Donc en gros, vite, un peu plus lent, plus vite, tu vois. Okay. Et c'est vrai que ça marchait bien. Et le problème de ça, j'y connais pas grand-chose en type, mais le fait que ce soit pas la même allure, ça change pas la technique de passage de barrière? En fait, c'est, tu vois, alors effectivement, ça peut influer, mais les variations d'allure sont quand même pas non plus impressionnantes. Par exemple, tu vois, si tu veux faire, je sais pas, tu veux faire 8,30, peut-être qu'on partait le premier kilomètre sur 2,52, 2,51, on faisait celui du milieu, non, 2,49 le premier, 2,52 sur celui du milieu et 2,48 sur le dernier. Ouais, donc ça en fait, pas énorme. C'est des petites variations de vitesse, mais qui font que c'est pas non plus tant perturbant que ça sur les obstacles. Non. Et quand je regarde le steep, j'ai l'impression que le placement est hyper important. Ouais. Ça, tu peux pas le travailler à l'entraînement? Comment c'est... Nous, on a de la chance, c'est qu'on est plusieurs dans le groupe à faire du steep. Ouais. Donc déjà, entre courir tout seul devant et courir derrière quelqu'un, c'est pas pareil. Et nous, tu vois, dans le groupe, des gars comme Titouan, Mathias Vergote, Valentin Bresque et tout, on est plein à faire du steep. Et on faisait souvent des séances ensemble où on faisait exprès de se mettre l'un derrière l'autre, etc. pour varier le truc. Et donc ça, nous, c'est un réel avantage. Ouais. Les rivières, vous en passez dans l'année là? Ouais, pas tant que ça. On en passe parce que pour le coup, là-dessus, mon entraîneur, il est très précautionneux sur les tendons. Ouais. Et tu vois, on a vu, comme avec des gars comme Mehdi Bellage ou encore quelques Belges comme Rémi Schins qui ont eu des ruptures du tendon d'Achille, bah, ça c'est quand même un paracteur qui fait partie du calcul de la charge d'entraînement. Nous, on n'en passe pas beaucoup. Des rivières, on en passe en tout cas jamais sur du tartan sec. On met souvent des gros matelas quand on en passe, ou alors en début de saison, on fait des passages dans l'herbe. Et ça passe tout seul. Alors, c'est pas la même appréhension qu'une rivière, mais vu qu'aujourd'hui, on n'a plus l'appréhension de la rivière avec l'habitude, en fait, le but, c'est qu'on a passé ce step-là de l'appréhension. Aujourd'hui, on travaille la technique. Donc, en fait, la technique, tu peux aussi un peu la travailler dans l'herbe, même si ça remplace jamais une vraie rivière. Et les vraies rivières, on en fait peut-être avant la première compétition, j'en fais qu'une ou deux fois avec de l'eau. Et est-ce que la rivière, on a un peu comme, je sais pas, en VTT, un gros saut ou à ski, est-ce qu'on a une petite peur de glisser, de hauteur? Tu vois, au début, ouais. Parce que moi, quand j'ai commencé le steep, les premières années, à chaque fois que je m'alignais sur une course, je me disais, putain, quel con de me dire, j'aurais été plus serein si j'avais fait même un 5000, au moins je me serais pas posé la question de technique des barrières et tout. Et c'est vrai que du coup au début forcément j'avais de l'appréhension parce que je me disais putain, ce qui me fait le plus peur c'est la technique dans la course. Alors qu'aujourd'hui non, franchement j'ai l'habitude et tout, je suis jamais tombé, je touche du bois. Et sur la rivière,
Non, j'ai plus d'appréhension. En fait, c'est juste qu'il faut avoir, et c'est vrai que c'est ça qui fait un peu le tri aussi entre les athlètes, je pense qu'ils sont capables de faire du steeple ou non, c'est que sur la rivière, il faut avoir la capacité de ne pas se freiner parce qu'il y a un obstacle, mais de y aller parce qu'il y a l'obstacle, tu vois. Ouais. Et quelqu'un qui passe bien une rivière, c'est quelqu'un qui profite de l'obstacle pour presque se relancer. Ouais. Et ça, c'est un truc sur steeple qui est hyper intéressant, c'est que chaque passage en fin de course, tu peux en profiter pour remettre du rythme, quand il y en a d'autres qui, s'ils sont fatigués, ils vont pas arriver à remettre du rythme parce que musculairement, ils sont fatigués et du coup, ils vont piétiner. Et là, l'endroit où toi, tu remets du rythme, eux, ils vont piétiner. Ouais. Et donc ça, cette différence-là, elle est hyper intéressante. Et c'est pour ça quand tu sais, sur des meetings aussi, comme je te parlais tout à l'heure, d'arriver à finir fort aussi, c'est que ça peut faire aussi la différence sur d'autres qui sont un peu fatigués et du coup qui vont piétiner un peu. Bon, là, ça, c'est du détail, ça arrive rarement, mais il y a vraiment cet aspect-là, quoi. Mais ce que tu dis, c'est un peu comme dans les sports extrêmes où une difficulté, si tu vas à faible vitesse, tu la subis, quoi. Ah oui, comme tu dis, il faut l'attaquer. Ah, mais une barrière, une rivière, quand tu passes à 2 à l'heure, tu vois, par exemple, nous, on fait des fois des seuils steeple, donc à une allure plus tranquille, tu vois, ça peut être à 3,10, 3,15. Les obstacles sont beaucoup plus durs parce que tu as moins de vitesse, donc forcément, vu que tu as moins de vitesse de déplacement, Ouais. tu es obligé c'est-à-dire que quand tu vas vite, que tu mettes ton pied là devant la rivière ou que tu mettes ton pied là, tu arriveras à la passer. Mais quand tu vas doucement, si tu le mets là, tu vas tomber sur la rivière. Donc Ouais. en fait, plus tu vas lentement, plus la marge, comme si tu avais une marge où tu pouvais mettre le pied pour bien passer la rivière, plus cette marge elle se réduit parce que ta vitesse est réduite. Et c'est vrai que du coup, c'est pareil sur un obstacle. La rivière, si tu mets de l'intention, les épaules en avant, que tu appuies sur la rivière pour te relancer, ça passe tout seul. Et une question bête, hein, Ouais. tu vas peut-être Ouais, me prendre pour un amateur. Mais est-ce que quand tu poses le pied sur la barrière, tu essaies de poser la zone sans pointe de la pointe ou tu t'en fous, tu peux mettre les pointes dessus? Ouais, il faut mettre les pointes. En plus, Il c'est faut en bois. Il faut. D'accord. En fait, le but, c'est que ça fait un rebord comme ça. Et l'idée, c'est d'aller vers l'avant. C'est pas de sauter Ah oui, au-dessus. ok. Donc en tu fait, vas prendre l'angle. l'idée, c'est de L'arrête, mettre quoi. l'arrière des. Techniquement, ça, c'est la perfection. C'est de mettre les premières pointes au-dessus et d'après d'arriver à enrouler le pied D'accord, ok. pour pousser en fait dans le sens Ouais. d'aller devant. Ok. Et après, bon, des fois, tu poses le pied quand tu es en fin de course, tu le poses comme ça à l'arrache et tout, tu glisses. Bon. Mais l'idéal, c'est d'enrouler le pied autour dans l'angle de la barrière et de pouvoir mettre de la force dans la partie qui est perpendiculaire au sol pour aller de l'avant. Et ça, quand ça s'emballe, tu as le temps d'y penser en course? En fait, c'est pour ça qu'on essaye de le faire à l'entraînement pour Tu que le jour de la l'automatises. course, ça soit pas à penser. Ouais, tu l'automatises, Ouais. ok. Est-ce que, moi je suis dans le milieu de la kiné, il y a ce qu'on appelle des neurones miroirs chez qu'en VTT et tout, on aime bien regarder les gens faire Ouais. parce que nos neurones arrivent Oui. à Ouais, reproduire après. Est-ce que tu regardes, je sais pas, des El Bakkali, est-ce que ça t'aide à... Ah, Non, tu regardes pas en boucle pour... non, je regarde. C'est vrai que j'allais te dire oui parce que tu vois à l'entraînement quand on fait des passages de technique et tout, je regarde souvent tout le temps tout le monde. En fait, tu sais, je fais mon passage et quand je reviens sur la récup, je regarde les gens pour voir qu'est-ce qu'il fait bien et tout. Mais pour autant, je passe pas tant de temps que ça à regarder. Bah si, je regarde les courses. Je regarde les courses pour les regarder. Mais tu t'intellectualises pas la technique Mais je me fais pas une session d'apprentissage de ça. Ok. Et tu vois, il y en a un, avec mon entraîneur, on en avait quand même fait quelques-unes. Il y a, je sais pas si tu connais, mais c'est Evan Jagger, ça te parle peut-être? Ouais. Donc c'est le gars, c'est un gars qui aurait pu être le premier homme blanc de peau à passer sous les 8 minutes, le premier même européen, parce que ça n'a jamais été fait, enfin hors africain, pardon. Parce que lui, il habite aux États-Unis. Et ce gars-là, il a une technique de course qui est parfaite. Et un jour, sur un meeting, il est tombé sur la dernière barrière, ce qui l'a empêché de passer sous les 8 minutes. Et ça, c'est une histoire qui l'a rendu connu aussi. Et lui, il a une technique de barrière où en fait, il a une foulée où tu as l'impression que la barrière, il l'avale. Et c'est vrai que ça, pour le coup, j'allais quand même pas mal regarder. Ouais. Parce qu'en plus, il a un profil avec des longues jambes qui n'est pas forcément un coureur qui est très très rapide sur 15 comme moi et tout. Donc je me dis que je pense que j'ai quand même pas mal de choses à prendre de ce gars-là, que j'ai eu la chance de rencontrer sur une course d'ailleurs à Nice cette année, donc c'était super sympa. Et ouais. Mais lui, il arrive à passer des 2 jambes, moi j'arrive à passer plus d'une jambe pour l'instant et tout, donc j'ai quand même pas mal de boulot. Mais je passe pas tant de temps que ça à regarder les autres faire non plus, pour les regarder, pour apprendre. Aujourd'hui, donc tu as 26 ans, ça fait quoi? 8 ans que tu fais de l'athlète en gros? Ouais, c'est ça fait depuis mes 18, donc du coup la course en montagne jusqu'à 2021. T'es athlète pro? T'es Ouais. athlète pro aujourd'hui? Grâce à Oka, Grâce à Oka. notamment. Et donc ouais, tu peux expliquer toute cette course en montagne, alors comment c'est venu après? Donc jusqu'en 2021, je faisais de la course en montagne. Et Tu faisais quasiment jamais de piste, quoi. Ah, j'avais fait un 5000 sur la piste en INSS ou 2, je crois. Non, j'avais jamais fait de piste. J'étais licencié à Grenoble parce que du coup, les amis dont je te parlais tout à l'heure étaient aussi licenciés à Grenoble. À Lyon, il n'y avait personne qui faisait de déplacements pour les France de montagne. Donc moi, je faisais avec Grenoble les déplacements pour les France de montagne, défrayés, etc. Il y avait une synergie autour de la montagne qu'il n'y avait pas à Lyon. Et en fait, on faisait l'hiver les crosses. Et donc moi, je savais qu'en fait,
à plat, j'étais pas trop mauvais, et notamment par rapport aux autres montagnards, je me débrouillais bien en cross et à plat. Et en fait, il y a une année où Sylvain Cachard, lors d'un stage dans le Super Dévolu, avait parlé de faire la sélection pour les Europes de cross en espoir. Lui, il avait 1 an de plus que moi. Et je m'étais dit, ah putain, ça serait énorme qu'il y arrive et tout. Et en fait, cette année-là, ça avait été annulé parce qu'il y avait le Covid. D'accord. Et donc moi, j'arrive l'année suivante en me disant, en fait, au milieu de la saison de montagne, je me dis, putain, mais en fait, pourquoi pas, de toute façon, ça ne me coûte rien. Et j'avais quand même ce petit côté où on pourra en reparler un petit peu, mais il y avait des côtés de la course en montagne qui me frustraient, moi, à titre personnel, un petit peu, et que je retrouvais, que j'aimais bien par rapport à la piste. Et du coup, je me suis dit, en fait, à la fin de ma saison de montagne qui s'est terminée en août, sans coupure ni rien, je me suis dit, vas-y, je pars sur une petite préparation de cross pour tenter la qualif, quoi. Mais c'était vraiment, en fait, c'est comme si j'avais, c'est comme quand tu es jeune et que tu as une fille qui te plaît et que tu as envie d'aller lui parler, et finalement, le simple fait d'y aller, ça te soulage ta conscience, tu vois. Et du coup, moi, c'était ça le truc. C'était que le simple fait d'y aller, ça allait me soulager ma conscience, de me dire, ok, j'ai testé. C'était ma dernière année espoir, tu vois, pas de regret. Et du coup, prépa pour cette course-là, je fais un régional de cross avec du coup les gars qui sont venus par la suite, les gars du groupe avec qui je me suis entraîné, donc notamment Valentin Bresque, où Valentin Bresque me tord en 2 jours là, il me met 30 secondes sur le cross, c'est un truc de fou. Et donc je me dis, wow, ça va être chaud. Et lui, il faisait partie des top favoris, donc je me suis dit, bon, ça va être chaud, mais c'est un des meilleurs. Et en fait, quelques semaines après, il y a les championnats de France qui font office aussi de courses de sélection, où je finis 5e, alors qu'ils en prenaient 6. Et je finis 5e, et là, truc de fou, je me dis... donc j'étais pas sûr parce que ils en prenaient 4 plus 2, etc. Mais je savais que j'allais... Là, pour le coup, chez les jeunes, il n'y a pas trop de magouille ou quoi. Je savais que c'était quasiment bon. Et puis après, quand j'ai appris que j'étais pris, j'ai fait les Europes de cross à Dublin. J'ai vécu un moment en émotion de malade parce que du coup, je découvrais un monde que je connaissais pas. Je me suis retrouvé en sélection, c'est tout con, mais avec des gars comme Jimmy et tout, forcément, ça touche un peu. C'était déjà des exemples quand même. Et en plus, on fait médaille par équipe. Alors moi, au final, je finis 4e de l'équipe, mais toute la course court avec Florian Lepalec, Baptiste Guillon. Et l'un de nous 3, je crois que c'était Baptiste ou Florian, je sais plus, Florian, qui finit 3e de l'équipe. Mais du coup, il y avait quand même la sensation d'avoir aidé. En fait, on avait un noyau qui courait pour la 3e place de l'équipe, et ensemble, on allait chercher la 3e place, même si c'est Florian qui l'avait prise au final. Et du coup, on avait quand même la sensation d'avoir participé à l'équipe. On avait fini 3e. Et je m'en souviens, je suis monté sur le podium, et tu sais, ça faisait partie de ces moments où tu regardes devant toi et tu penses plus à rien d'autre, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, il y a quand même un truc qui m'attire là-dedans. Je suis rentré, je me suis dit, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, j'arrête la montagne. Ouais. J'ai appelé Bastien Perrault. Au début, forcément, lui, il m'avait suivi et tout, et puis on a discuté, et puis il m'a fait rentrer dans le club à Dessines, et il m'a entraîné. Et puis après, j'ai refait juste. J'avais quand même la frustration de ne pas avoir fait de mondiaux en montagne, parce que notamment cette année-là, j'avais été premier non prix pour les championnats du monde, qui était en Thaïlande, et qui avait été aussi annulé à cause du Covid. Et du coup, l'année suivante, j'avais retenté la course de sélection, donc en fait, j'avais fait la saison de piste, et j'étais en transition parce que le semestre suivant, je partais en Angleterre, et entre les deux, je partais en Angleterre pour mes études pendant 6 mois de semestre Erasmus, et entre les deux, j'avais retenté la course de sélection. Et j'avais fait une prépa montagne express, et j'avais réussi à gagner la course de sélection, et j'avais été au championnat du monde en Thaïlande. Et après, je me suis dit, c'est bon, j'ai eu ma sélection, je mets la montagne entre parenthèses et je repars. Et avant qu'on oublie, tu parlais de petits trucs qui te frustraient dans la montagne. C'est quoi les petits... En fait, moi, de mon point de vue, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait énormément, c'était courir et la compétition. Et en montagne, moi, et il y avait un truc, mais moi qui me dérangeait un petit peu, c'était juste que, en fait, c'est plus. En fait, il n'y a pas de. Tu vois, sur la piste, ça converge. Ouais. Sur la piste, championnat de France qui sont. Tu vas au championnat de France si tu as fait un chrono, tout le monde va aller au championnat de France et tout le monde va aller au championnat du monde. Genre, c'est un entonnoir. En montagne, c'est pas ça. C'est différent. C'est un système qui est juste différent. Moi, qui me convenait un peu moins à ce moment-là, c'est juste qu'en fait, des trails, tu en as déjà beaucoup. Après, des courses sur route et tout, tu en as beaucoup. Mais d'un point de vue haut niveau, les championnats de France, tu n'avais pas les meilleurs Français. Comme aujourd'hui, et encore, ça va dans le bon sens. Mais tu prends un championnat du monde, tu n'as pas forcément les meilleurs. Tu as quasiment tous les meilleurs, mais pas tous. Parce qu'en fait, tu as les championnats du monde, mais à côté de ça, tu as des circuits privés de très grande dimension, comme l'UTMB, comme avant les Golden Trail Series. Et en fait, tout ça, ça dilue le niveau en montagne. Et en fait, moi, je me retrouvais à faire des courses, mais je me disais, ok, et en plus, tu n'as pas de chrono.
Mais du coup, tu es là, tu te dis, bah, Eko, est-ce que je suis meilleur qu'un tel qui a fait le même week-end le trail de Serre Chevalier, comme moi j'étais en Dubaï, tu vois. C'est marrant ce que tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je suis le trail de moins près que l'athlé. Et c'est vrai que des fois, je suis perdu. Ouais. Après, il y a des référentiels comme la Côte ITRA qui font que, en fonction de la course que tu fais, tu as une notation, etc. Mais tu as moins de confrontation directe. Ouais, je suis d'accord. C'est moins simple. Mais pour autant, ça correspond à plein de gens. C'est juste que moi qui adorais la montagne, à ce moment-là de ma vie, je me cherchais un petit peu d'un point de vue performance parce que je découvrais le monde du haut niveau et j'ai pas trouvé un système qui me correspondait à mes attentes à ce moment-là. Donc du coup, ce système-là correspondait à ce que j'ai trouvé sur la piste. Après, pour être parfaitement honnête, en athlète, c'est pareil par exemple pour le marathon. Souvent, un gars va préférer gagner le marathon de Berlin que les membres de marathon. Ouais. Mais le truc qui est supplémentaire, oui, tu as raison, mais le truc supplémentaire, c'est que tu as le chrono. Oui. Mais après, les mondiaux, c'est pas pareil. C'est parce que effectivement, un mondial de marathon, ça peut se gagner sur 2h20, tu es quand même champion du monde. Oui. Mais tu vois, effectivement, il y a ça sur la course sur route. Mais sur un sport, mais quand même globalement sur les sports olympiques, il y a la tendance qui tend vers l'olympisme. Tu vois. Et ça, moi, ça m'a apporté une sécurité mentale. C'est-à-dire que tu te poses moins de questions parce que si tu veux vraiment essayer de. Tu sais, quand tu fais de la compétition, c'est un truc qui joue avec ton ego et tout, malgré tout. Et quand tu fais de la compétition, c'est pour gagner. Sinon, tu ne fais pas la compétition. C'est pour être entre guillemets le meilleur aussi. Et au fond de moi, je pense qu'il y avait des questions. Mais comment tu veux être le meilleur si des meilleurs, il y en a plusieurs, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et du coup, ça me frustrait un peu. Je suis d'accord, mais c'est marrant, c'était le premier trailer à me le dire. Ouais. Alors, moi, je suis d'accord avec parce ça. que je pense que je suis un des rares à avoir déjà commencé par la montagne. Ouais, je pense. Et être passé sur piste. Aujourd'hui, tu vois, tu prends même encore aujourd'hui Frédéric Tranchant, il est champion du monde de trail. Lui c'est un top gun. Après, quand tu es champion du monde, tu es le top. Mais je parle plutôt en fait, en montagne, ce qui manque un peu, c'est la densité qu'il y a derrière. Je pense que le meilleur des meilleurs trailers, je pense qu'il est au niveau du meilleur des meilleurs pistards. C'est juste que tout ce qui s'en découle, il y a moins de densité sur la montagne que le reste, pour l'instant. Et du coup, je sais pas pourquoi je te dis ça. Ouais. Je me suis égaré. Mais je sais plus pourquoi on disait ça. Bref. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais ouais, et après, comment t'en as venu au steeple alors? Comment j'en suis venu au steeple? Je suis arrivé dans le groupe du coup de Bastien. Bastien, il a quoi, de 800 au Bastien steeple, Pugro, quand je suis rentré dans le groupe, groupe, déjà c'est un gars, juste pour situer un peu le personnage, c'est un passionné d'athlète, il a une intelligence de la discipline qui est folle, et lui tu peux le faire dormir sur un stade, il sera content. Après il a une famille et tout, avec qui du coup il jongle avec tout ce qu'il y a autour, mais lui c'est un passionné d'athlète et un connaisseur, et il a une intelligence de l'entraînement que je trouve rare. Et souvent, je me souviens un jour, il m'avait dit un truc que je trouve vrai dans son application, c'est que lui, ce qu'il aime, quand il était jeune, il faisait beaucoup d'échecs, et ce qu'il a appris à travers les échecs, c'est grâce aux échecs, c'est prévoir les coups. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un gars, quand je suis rentré dans le groupe et aujourd'hui, je m'entraîne plus pareil parce que tout a évolué, et je pense vraiment qu'il a une vision long terme, c'est-à-dire qu'il réfléchit l'entraînement en fonction de l'année du gars, où est-ce qu'il veut l'amener. Il va pas, tu vois, moi, la première année que je suis arrivé dans le groupe, il m'a fait découvrir les choses et tout, il m'a pas entraîné pour être fort à fond au mois d'août. Ouais. Il m'a déjà commencé à m'entraîner pour être fort dans les années à venir si j'avais le potentiel. Et même que ce soit sur le choix des compétitions et tout, il arrive, grâce à son cerveau, à mettre en place des coups qui font que je pense qu'il nous emmène, il m'emmène dans le bon chemin, et ça c'est cool parce qu'il a de la réflexion sur le long terme. Et en fait, donc, dans le groupe, il avait pas mal de gars qui faisaient du steeple. Mais pardon, j'ai regardé plutôt sa vidéo avec Runwise, et c'est vrai qu'il a un de ses rares podcasts. Il a l'air très réfléchi, très nuancé. Mais c'est un gars. Il n'a pas de problème à se remettre en question, j'ai l'impression. Enfin, faire évoluer. C'est quand même quelqu'un qui a une confiance, une très très grosse confiance en lui. Et tu vois. Il s'y connaît quoi. Il s'y connaît, il a confiance en lui. Tu vois, moi ce qui me marque, c'est quand on fait un stage France. Ce qui est drôle, c'est que tu as beaucoup de coachs en fait, c'est souvent lui qui organise l'entraînement du stage France en prenant à droite à gauche les idées de chaque coach. Et ce qui est marrant, c'est que tous les coachs des meilleurs athlètes en France lui font confiance là-dessus. Ouais. Donc c'est que quand même, il y a un truc qui marche bien. Et ouais, il a une confiance en lui et tout qui fait que déjà, quand quelqu'un a confiance en lui, et bah toi, tu as confiance en lui aussi. Et donc je pense que si on regarde derrière, il y a des trucs qu'on a du mal à faire. Mais quand tu crois en ton projet, c'est une des clés de la réussite, c'est de croire en un truc, c'est ce qui te fera être performant. Ouais. Et moi, je crois en mon projet avec le chef. Ok.
Et pourquoi le steeple? T'aimais les Et du coup, barrières, le quoi. steeple, en fait, donc, voilà, encore une fois, il entraînait donc pas mal même il a entraîné, tu vois, des Bob Tarry, etc., des gars qui ont fait du steeple. Hein. Ouais. Et lui, il était ancien steepler aussi. D'ailleurs, petite anecdote marrante, c'est qu'il a fait un de ses steeples avec Nico Daru sur un régional il y a plusieurs années maintenant. Il avait gagné et Nico avait fini deuxième, tu vois. Ouais, je crois qu'il a raconté. Ouais, dans le podcast, Ouais. il le raconte. Bref, donc c'était un gars qui faisait du steeple. Il a entraîné des gens comme Titouan. Moi, je suis arrivé dans le groupe, il y avait Titouan Anne, Mathias Vergotte et Valentin Bresque qui faisaient du steeple. C'était les meilleurs du groupe. Et du coup, moi, je me suis aussi mis à faire du steeple avec eux. Il y avait aussi Batijar et Hugo Thibault qui faisaient pas de steeple, mais parce que leur biomécanique faisait qu'ils étaient nuls sur les barrières. Mais c'est pas lui qui t'a dit, toi, t'es taillé pour le Non, steeple? non, t'es pas il m'a dit, bah, on va essayer. Ouais. Et du coup, j'ai tout essayé. Enfin, j'ai tout essayé. Il a bien vu avec son œil d'entraîneur que bon, sur le steeple, ça pourrait aller. J'avais des grandes jambes. Et un point sur lequel qu'il a très bien vu et qui s'explique aujourd'hui, c'est que moi, je faisais de la course en montagne. En course en montagne, tu travailles beaucoup la résistance musculaire. Tu fais beaucoup de plio, tu fais beaucoup d'excentriques. Et en fait, sur le steeple, il y a aussi beaucoup de résistance musculaire. Ouais. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, cette saison, tu vois, par exemple, un Valentin Bresque, à plat, il est un peu meilleur que moi. En steeple, je suis un peu meilleur que lui. Parce D'accord. que je pense que j'ai cette capacité musculaire qui est différente de la sienne pour l'instant. Bah, avec le travail, ça va évoluer et tout. Mais je pense que j'ai ça grâce à la montagne qui fait que le steeple me convient bien. Et j'ai essayé, ça m'allait bien. Et ça te plaisait? Ça te faisait rêver Ah ouais, de passer les barrières? Ah bah, au début, sur le steeple, je ne m'étais pas posé la question. Moi, j'avais envie de découvrir la piste, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah, je vais me retrouver sur 5000 mètres en faisant de la course en montagne et tout. Et en fait, j'ai découvert le steeple que j'ai adoré parce que la montagne, ce que j'adore en montagne, c'est que c'est un entraînement qui est hyper polarisé, hyper riche. L'hiver, je faisais du ski de rando, je faisais du vélo, je faisais du VTT. L'été, tu fais des sorties longues en montagne, à droite, tu fais des trucs. Alors que la piste, ça restreint un peu le champ des possibles Ouais, c'est là-dessus. sûr. Et avec le steeple, j'ai retrouvé, tu vois, une carte en plus à mettre dans l'entraînement, une partie technique qui permettait de pouvoir rendre l'entraînement un petit peu plus sympathique avec des nouvelles touches que plutôt que de faire VMA, ça et machin. Et du coup, ça a rendu l'entraînement plus riche et moi, j'ai adoré ça aussi. Et est-ce qu'il y a le côté chiffre que tu préfères sur la piste par rapport à la montagne? Oui. Métrique, ouais, t'aimes bien ça? Ouais, j'aime bien. Bah, en fait, c'est encore une fois d'un point de vue performance, c'est l'évaluation de la performance se fait de manière beaucoup plus juste et simple quand tu as un chrono et C'est une piste. objectif, quoi. C'est Ouais. objectif. Ouais. Et moi, tu vois, je suis un gars qui suis rêveur dans la vie. J'aime bien rêver de trucs dans la vie tous les jours. Mais en ce qui concerne la performance, j'aime que ce soit juste, toi. Ok. Et ça, sur la piste, parfait. Et il y a des séances que vous faites sans montre? Les fartleks, tu les fais, tu regardes En pas la fait, montre? j'ai tout le temps la montre parce qu'après, j'ai Ouais, mais sans regarder, je veux dire, la ouais. sensation. Ah ouais. Bah, tu vois, aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, rien que ça fait référence à une séance qu'on a. Hier, on avait double seuil. Et tu vois, le matin, moi, je suis un gars qui produit très peu de seuil. Et en plus de De lactate? pas beaucoup de lactate, tu vois, dans mes seuils. Nous, on a identifié que sur le seuil du matin, j'étais souvent autour de 1,5. Sur le seuil du soir, autour de 2,5. Ça dépend des gens et tout. Et tu vois, effectivement, hier matin, bon après en reprise et tout, les chiffres sont, tes allures, tu peux pas te rotifier, etc. parce que ça change, le cardio il est plus haut que d'habitude, bon bref. Et du coup, le matin, effectivement, j'avais été piqué un petit peu haut, sachant que moi, je suis quelqu'un, comme il le dit aussi bien mon entraîneur, je suis quelqu'un il dit que je suis prudent, moi je pense que je travaille juste. Mais effectivement, je suis pas du genre à vouloir trop en faire inutilement. Et si à l'entraînement, tu vois, j'ai une intention à respecter, je le fais. Et je vais pas mettre plus parce que je sais que c'est en compétition qu'il faudra mettre plus, tu vois. S'il te dit de courir entre 3,15 et 3,20, tu seras plus en 3,20, quoi. Bah ça? pas forcément, mais Non. je vais pas courir en 3,10 quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Ouais, t'es raisonnable. Ouais, bah je pense que, j'essaie et puis maintenant je comprends bien l'entraînement aussi, donc j'arrive à savoir aussi ce qu'il me faut. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure des années, je peux exprimer aussi mon point de vue à mon entraîneur. Mais tu vois, et par exemple hier soir, pour le coup c'est du seuil 1. Le seuil 2, il m'avait donné une allure, je me sentais bien, le cardio et tout était bien, je suis allé beaucoup plus vite que l'allure. Ouais. Mais parce que je m'écoute, tu vois. Ouais. Et le matin, effectivement, j'ai été piqué un petit peu en lactate, mais aux sensations, j'étais bien. On s'est dit, on reste là-dessus, tu vois. Et en fait, après, je suis descendu et tout, ça s'est réglé, mais au lactate, j'étais quand même un peu plus haut que d'habitude. Mais du coup, on essaye d'avoir un entraînement qui va vers les datas, d'avoir un petit peu plus, mais sans tomber dans un environnement qui soit trop rigide, etc. parce que trop calculé. Je pense quand même que le corps humain, et là-dessus, et on est d'accord avec mon entraîneur, le corps humain, c'est un capteur. Ouais. Donc nous, on ressent des choses. Et je me dis que ce que je ressens moi,
c'est bien de pouvoir l'appuyer par d'autres paramètres, taux de capteur et tout, mais je suis quand même le meilleur à savoir ce que je ressens dans mon corps. C'est pas des fois si le capteur lactate il va être un peu haut ou le cœur et le cardio la monte elle me dit qu'il est un peu haut, je vais en prendre connaissance, mais je vais pas me restreindre à si là-dessus je suis à 1,6 et pas à 1,3, et ben non. Et le double seuil, systématiquement, il y a prise de lactate. Ouais. Quasi. Ouais. Déjà, on l'a fait beaucoup au début, en fait, pour aussi prendre des données et apprendre à savoir comment on fonctionnait. Et on avait fait des tests sur tapis, en labo et tout, ça n'a jamais donné des trucs qui semblaient exploitables. Donc en fait, finalement, les données qu'on a acquéries, c'est pas à travers des tests sur tapis, mais c'est à travers le terrain. Et en fait, tu le vois bien, c'est qu'au fur et à mesure, on t'identifie des plateaux sur les séances et tu connais tes seuils. Et donc, on surveille, mais on surveille. On surveille avec le lactate, qu'on ne soit pas non plus hors jeu, quoi. Et tu donnais des taux bas le matin et haut l'après-midi. Tu fais toujours du long le matin et du court l'après-midi? Ouais. Toujours dans le même sens? Toujours le seuil 1 le matin. C'est quoi, par exemple? C'est des 3000 Tu vois, je sais pas, ça peut être. Alors ça dépend, en vrai, nous ça dépend vachement, mais tu vois, ça peut être 3 fois 10 minutes le matin. Ouais. Et moi je le fais en 3,15, 3,10, 3,12, souvent autour de 3,12, 3,13, tu vois. Et là, tu vois, j'ai repris le premier seuil que j'ai fait. Le premier seuil 1, j'étais en 3,28, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment en saison, voilà, c'est autour de 3,15, 3,10 à peu près. Et le seuil du soir, ça peut être, je sais pas. Alors nous, on fait pas beaucoup le double seuil, il y en a beaucoup qui font sur la piste, notamment le soir. Nous, on fait très peu de double seuil sur la piste, on est souvent sur la route, donc juste à côté là-bas. En fait, on fait le seuil du matin en nature, sur des chemins souples, dans le parc de Miribel, juste à côté, qui est un immense parc. Et le soir, on le fait dans un lotissement, sur route à côté, mais. Et c'est quoi, des 1-1 ou des. Ah non, même, bah, tu vois, ça peut être. C'est métré, enfin, vous savez la distance? Ah ouais, on connaît bien le lotissement maintenant. Tu vois, hier, c'était 11 x 600, c'était des répétitions courtes. Il peut y avoir dans le lotissement 8 x 1000. Ouais. Et puis après, des fois, on fait des seuils sans double seuil. Par exemple, au seuil 1, la semaine dernière, j'avais 6 x 5 minutes. Ok. Mais voilà, donc c'est à peu près ce genre de tranche, ouais. Mais pas très souvent sur la piste. J'avais noté plein de questions, j'ai oublié le papier dans la voiture. Ouais. Est-ce qu'il faut être grand? C'est un avantage d'être grand sur ce type? Je sais pas, je me dis, les Kenyans sont très bons, ils sont petits, mais pour moi, je pense quand même que c'est un avantage, ouais. Ouais, parce que si je me dis, d'un point de vue scientifique, ouais, c'est tout con, mais si tu as des grandes jambes et que tu as une grosse ouverture de hanche, tu as moins besoin de sauter, quoi. Donc je pense quand même que c'est un avantage. Je vais rebondir. Mais c'est pas un essentiel. C'est pas un essentiel, ouais. Je vais rebondir. Tu l'as évoqué tout à l'heure, la prépa mentale. Ouais. Quand tu as fait ta recherche de minima, là, t'en fais un petit peu? J'en ai fait, ouais, un petit peu. Et on t'apprend à te focaliser sur la course, c'est ça surtout? Ouais, moi j'ai appris donc pas mal de choses avec une dame qui s'appelle Anne Fourier, qui était basée d'ailleurs pas très loin de chez toi dans le Cantal, et qui maintenant est venue sur Lyon. Et en gros, moi j'ai pas un suivi régulier avec elle. Mais quand j'ai découvert, on se faisait des séances une fois par mois à peu près pour que je me mette un peu à la visualisation des choses comme ça. Et aujourd'hui, tu vois, c'est sur des points de temps en temps où tu vois finalement j'ai besoin de réenclencher des choses qu'on a activées avant. Je l'appelle où je la vois. Et en gros, l'idée première du truc, ça a été quand même d'arriver, comme je te disais tout à l'heure, à réduire en amont tous les paramètres. Déjà à me connaître, savoir qui j'étais, comment je fonctionnais, qu'est-ce que j'avais besoin pour être heureux, pour être épanoui dans l'athlétisme et tout, et donc pour être performant. Et après, d'un point de vue plus technique, tu abordes une course, d'arriver en visualisant en amont. Donc moi, en fait, les visualisants, tu as des gens qui sont plutôt kinesthésiques, des gens donc en sensation, des gens qui arrivent à observer, des gens qui arrivent à sentir ou à entendre. Moi, dès qu'elle me mettait dans un état hypnotique, c'était plutôt par les sensations. Donc moi je suis plutôt quelqu'un a priori kinesthésique, je crois que c'est ça le mot, mais bon, même si je mêlais ça avec d'autres facteurs, mais du coup d'arriver en fait à me mettre en action sur ok, je visualise ce que je vais faire le jour J, quelles intentions je veux y mettre, du coup d'un coup tu penses à plein de trucs que tu aurais pu penser avant la course et il y a des trucs que tu peux résoudre en avant, donc par exemple est-ce que je vais partir vite ou pas, donc toutes ces choses là tu y penses, j'en discute ensuite avec mon entraîneur pour faire les bons choix, j'arrive sur les lignes de départ, tout ça c'est derrière moi, je l'ai ancré dans mon inconscient. Et maintenant, j'ai juste à être focalisé sur l'instant. Et encore une fois, ça c'est important aussi. Genre, elle m'a appris à quand tu cours, d'être concentré sur les intentions que tu donnes à l'instant présent et pas sur qu'est-ce que ça va faire si je gagne, qu'est-ce que ça va faire. Parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui sous-estiment ça, c'est la peur de gagner. Ah oui, d'accord. Je pense que la peur de perdre, c'est un truc, mais la peur de gagner, c'est d'un coup, tu te dis putain, je suis sur les allures, putain, je vais le faire. Et d'un coup, tu perds tes moyens. Alors, c'est peut-être pas une peur, mais c'est. Si un petit peu, tu vois, de dire ah putain mais imagine je fais ça, ça va être une folie et du coup tu sors ton truc et après ça t'inquiète parce que tu te dis mais en fait ça peut être tellement fou que si jamais je le fais pas, ça va être horrible et du coup ça devient une peur de gagner, tu vois. Ouais.
Et du coup, de ne pas penser à ça. Bah nous, sur long, enfin, t'en fais de temps en temps des courses Ouais. sur route, mais t'as le temps de penser à ça, Ouais. tu penses à mille choses. Et Ouais. comment tu fais pour Mais pas y parce que penser vous, ça doit être plus délicat, mais d'un côté, t'es moins c'est moins court, donc c'est moins intense. Et je pense que tu as le temps de te dire, c'est encore long. Tu vois, genre, je me dis, tu es un marathon, tu es au 12e kilomètre, tu te dis, putain, je suis sur les allures de faire le record du monde, par exemple. Mais tu te dis, ouais, c'est encore long et tout. Donc, de toute façon, tu n'as pas envie de t'emballer tout de suite. Oui. Et en fait, je pense que sur marathon, le moment où. Ouais, si, il y a peut-être autour du 30e où tu vois, tu peux te dire, putain, je suis encore bien et tout. Et là, effectivement, je pense qu'il faut arriver à se recentrer et à se dire, ok, je pense pas à ça. Et du coup, pour pas penser à ça, qu'est-ce que je fais? Et ben, je me recentre sur ma gestuelle, tu sais, de relâcher les épaules et tout, et en fait, de repenser aussi sur ta respiration et tout. Et dès que tu repenses à qu'est-ce que tu dois mettre en place à l'instant T, et bah, du coup, ça te fait que ton cerveau il se concentre sur un truc, tu oublies le reste. Et je pense que c'est important parce que moi, quand je fais des séances seules, de Ouais. seuil ou de piste tout seul, tu vois, si je commence à penser à ce que je vais bouffer à midi Ouais. ou un truc, tu peux être sûr que je suis plus dans les allures. Si je commence Ouais. à réfléchir à ça, c'est que je Ouais. cours trop longtemps. Et d'écouter tes sensations. Et tu vois, hier, on avait des 600 dans le lotissement. Et je regardais tu vois, en fait, au final, je regardais la montre à l'allure. Je m'étais dit, bah tiens, à ce poteau, je check un peu le truc. Donc ça faisait à peu près au bout d'une minute, les 600, c'était autour d'une 43, une 45. Et du coup, ce qui faisait que toute la première minute, je me concentrais sur ma sensation. Et vu qu'une piste et comme un tour de lotissement, c'est le même, et bah après, l'allure, elle est ancrée, quoi. Ouais. Et à force de t'entraîner, tu connais tes allures et du coup, tu n'as plus besoin de trop penser. Tu vois, aujourd'hui, une VMA, tu fais 20 x 400. Bon, bah, les 400, j'ai pas besoin de monde pour faire une 4, une 5, tu vois. Ouais, mais quand tu fais des 3000 sur piste en prépa marathon, tu vois, tu peux vite. Ah, c'est plus délicat. Ouais. Là, de toute façon, après, nous, on est dans un effort qui n'est pas un effort. Il y a de la gestion, mais tout repose pas sur un plan de pacing. Ouais. Que vous, sur le marathon, tu as un plan de pacing. C'est comme les gars sur l'UTMB et tout, ils ont besoin de connaître leurs allures. Et après, c'est sûr, vu que c'est un temps d'effort plus long, ça doit être plus dur d'arriver à s'abstraindre, à rester concentré sur l'instant présent. Mais je pense que pour autant, si jamais tu arrives à trouver cet état de flow, tu vois, un flow où tu es concentré pleinement sur ton truc, bah, tu n'as pas envie d'en sortir. Voilà, mais il ne faut pas en sortir, ouais. Mais sur marathon, je pense que tu en sors de temps en temps. Et puis après, il faut avoir le coup de cul de se dire, ok, qu'est-ce que je dois faire avec ma prépa mentale? Ça, il faudra que tu lui demandes. Moi, je sais pas. J'en ai pas. Bah, sur un marathon, c'est dur d'être concentré sur un présent. Qu'est-ce que je dois faire quand j'en sors? Et bah là, elle va te dire, je pense, enfin, tu vois, je vois bien des trucs, de se reconcentrer sur ta biomécanique, de retrouver une foulée économe et de se concentrer sur une foulée économe. Tu vas te concentrer sur un truc, tu vas oublier les parasites. Toi. Est-ce que tu peux décrire une semaine type d'un athlète de haut niveau dans ton cas? Parce que quand on est arrivé, je me suis dit, c'est vrai que t'es pas à Saint-Tropez, quoi. Je veux dire, ici, t'es pas hyper stimulé, donc ça un peu en dehors des entraînements. Enfin, tout. Bah, Est-ce que tu peux me dire? Déjà, tu veux que je te décrive une semaine, des semaines type. Nous, on n'a pas de semaine type, mais ça dépend des saisons, si c'est en hiver, en machin. Là, je vais te prendre une semaine type du moment, par exemple. Le lundi matin, on peut avoir un petit réveil, un petit footing. Le lundi après-midi, musculation. Le mardi matin. Sa musculation, il y tient beaucoup, je crois, Bastien. Vous en faites beaucoup? Ouais, une fois par semaine, ouais. Ah, une fois, pas plus? D'accord. Non, en fait, on a une fois par semaine musculation, une fois par semaine. Bah, alors, pas tout de suite, parce que moi, je viens de revenir dans la saison, mais après, on a une PPG. D'accord. Donc là, ça peut être. C'est du travail. C'est plus général, avec du passage il y a de la coordination, il y a du renforcement, c'est un peu plus général. Okay. Nous, là, je sais que Bastien, l'autre jour, on en a fait part, il s'est posé la question de dédoubler la muscu parce qu'effectivement, ça commence à. Il veut pas que la muscu dure trop longtemps pour que l'influx nerveux dépensé soit trop important et qu'après tu sois sec le lendemain. Genre lui, il veut vraiment que la muscu, ce soit un outil pour progresser, mais pas un truc que tu dises, bah, en fait, la muscu, le lendemain, tu es sec sur la VMA, tu vois. Et vous faites du très lourd? J'ai vu que tu faisais des développés couchés là. Ouais, alors les développés couchés sont pas très lourds ceux-là, mais sinon, on fait là, on est encore dans un cycle de remise en forme, mais après, on a la force max, etc. Ok. Et donc lundi après-midi muscu. Alors là, le mardi, en ce moment, on n'a une seule séance, mais une fois qu'on aura repris des kilomètres, on fera le mardi matin footing. Et entre-temps, c'est ça qui m'explique, qui m'intéresse. Tu vas au bureau, tu fais quoi d'une journée en fait En gros, le matin, déjà, moi, j'essaie d'avoir des horaires qui sont un petit peu fixes. Ouais. Le matin, je me lève entre 7h30 et 8h. Ensuite, on a le premier entraînement, souvent, il est à 9h30. Et donc, en fait, quand t'es rush, tu pars de chez toi, tu fais un footing dégueu, un parcours de merde et tout. Nous, on a le temps de pouvoir se dire, ok, on va dans le parc. Et du coup, on va dans le parc, donc déjà, tu te déplaces jusqu'au parc et tout.
Donc en fait, ça te bouffe la matinée. Sachant que moi, entre 8h30, le petit déjeuner, ou 9h30, 10h, en gros, le matin, souvent, je me dis, en fait, je prends tous les trucs que tu sais, les mails et tout, parce que finalement, tu as toujours des trucs comme ça à gérer. Que ce soit les trucs avec les partenaires, la nutrition, des machins, régler aussi, tu vois, il y en a qui suivent leur sommeil et tout. Moi, je vais commencer un peu le faire. Là, j'ai commandé un bracelet Whoop qui va arriver. Et du coup, tout le matin, j'essaie de mettre sur toutes les tâches, que ce soit des tâches quotidiennes, d'une to-do list classique, ou des choses, tu vois, que ce soit un dossier de partenariat ou des choses comme ça. Donc souvent le matin, je travaille un peu avant de partir, ou aussi je suis investi dans le bureau de mon club. Et donc je fais partie de la commission de recherche de partenaires du meeting de Lyon, donc le MNEL. Et donc ça demande du travail. Tu vois, en ce moment, je suis en train avec des amis, on est en train de faire le dossier de partenariat pour aller chercher des boîtes et tout. Donc en fait, tout ça, je le fais le matin souvent avant de partir à l'entraînement. Après, je vais au footing, je rentre, je prends le temps de cuisiner un truc qui soit bien, je fais à la sieste. Tu manges sain ? Ouais. Mais c'est pas une contrainte, c'est vraiment j'ai l'habitude de manger sain. Et puis je suis pas quelqu'un qui compte mes calories, je mange quand même beaucoup en termes de quantité. Si jamais j'ai envie de me faire plaisir une fois dans la semaine, j'y vais quoi. Pas de souci là-dessus. Mais par contre, je tiens, en fait par habitude, je mange bien. Mais voilà, s'il faut que j'aille me faire plaisir. Au long terme, tu manges bien quoi. Ouais. Vraiment, mais vraiment bien quand même. Ouais. Et donc voilà, après je fais la sieste. C'est obligatoire la sieste ? Pour moi, ouais. Putain, en plus, quand j'étais petit, comme beaucoup d'enfants, j'aimais pas du tout ça. Aujourd'hui, une journée sans sieste, même si c'est un jour de repos, même en vacances, en fait, pour moi, c'est un outil qui est incroyable. Si tu fais à la sieste, des fois, quand tu es un peu fatigué, tu peux aller jusqu'à 1 heure ou quoi. Mais même tu vas à la sieste une demi-heure, moi, je me réveille, je suis un nouvel homme, quoi. Ouais. Genre, mentalement, tu es de meilleure humeur. Après, je suis souvent de bonne humeur, mais le fait d'aller à la sieste, je trouve que ça te remet les idées en place, tu te réveilles et tu repars sur une nouvelle dynamique que quand tu vas pas à la sieste, du coup tu traînes un peu, tu es là, tu te mets une série et tout. Moi le midi, j'essaie de pas trop, justement je regarde pas de série et tout. Des fois je me mets une petite vidéo YouTube pour apprendre, sauf quand je mange avec quelqu'un, mais souvent je me mets un truc pour essayer d'apprendre un truc, tu vois, sur n'importe quel domaine que ce soit. Après je vais à la sieste, donc pour me reset un peu le cerveau, je sais que je me réveille, je suis prêt à repartir sur encore quelques tâches pour le club, donc je retravaille une petite heure ou deux. Et après l'entraînement du soir, il est souvent à 17h. Et après, de 17h jusqu'au lit, il n'y a qu'une ligne droite, quoi. Tu fais à l'entraîtraînement, tu rentres, tu vas manger, tu vas te doucher, tu te poses un petit peu. Je pense que c'est quand même bien de se poser l'esprit le soir. Tu sais, quand j'étais en études et tout, je travaillais à l'INSA en plus, qui demandait une grosse charge de travail. Tu travailles le soir et tout, tu vas te coucher. Non, là aujourd'hui, je pense que la détente et le bien-être fait aussi partie de la performance. Donc le soir, je me détends, quoi. Okay. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est une journée type. Et puis après, donc, pour revenir sur l'entraînement, donc mardi matin, footing, mardi après-midi, souvent c'est fartlek. Là, demain, on a notre première VMA de la saison. Mercredi, on a un footing d'1 heure. Celui-là, du coup, moi, j'essaie de le faire. On va essayer de le faire un peu plus avec de l'actif, tu vois. Donc, histoire de travailler autour de 15, 3,50, 4,0. C'est des allures qu'on travaille peu, finalement. Ouais. Et après, on enchaîne avec 1 heure de routine avec notre kiné. Le jeudi matin. Ça, chacun se débrouille, chaque athlète se débrouille. Alors pour le coup, là, on a donc à Laolin Academy, l'académie de tennis de Tsonga, qui est juste à côté. Là, on fait la muscu. On a la chance d'avoir un kiné qui est hyper investi dans la structure et qui est investi pas par les finances, mais investi par le personnel aussi. Et du coup, donc lui, il vient à nous en fait pour nous faire des routines. Donc moi. Là, ça dépend. En fait, toutes les semaines, ça change et ça change des gens. Donc moi, ça peut être orienté ouverture de hanche pour le steeple. Moi, c'est que quand je cours un peu assis, un peu courbé. Donc il me redresse. On travaille toute la chaîne abdominale, etc. Le mercredi après-midi, souvent, on n'a rien. Donc là, ça peut être le moment de soit bosser, soit se détendre un peu. Soit il y en a qui retournent chez kiné pour des soins. Le jeudi matin, le jeudi double seuil. Donc là, la journée, franchement, presque là, c'est des journées où je travaille quasiment pas parce que tu vas, le seuil ça dure longtemps, donc en fait tu vas à 9h30, mais avant tu travailles éventuellement un peu, après à midi tu es rentré chez toi, tu manges, tu fais la sieste, tu repars sur le deuxième entraînement. Tu fais une trentaine de bornes là généralement? Ouais. Ouais, plus même. Ouais, on va dire 35, tu vois. Ok. Ah ouais. Ouais, 30-35, ouais. Et après tu as ceux qui arrivent à bien borner, comme nous on a Bastien Augusto dans le groupe où ils vont toujours chercher des kilomètres à droite à gauche, des fois ils arrivent à monter à 40. Et vous avez les mêmes entre Bastien Augusto qui fait du plus long et là, lui, dans une prépa différente de la mienne. Mais sinon, en prépa foncière, on a souvent. L'année dernière, on avait les mêmes double seuils. Là, et en ce moment, on n'a pas du tout la même préparation. Et donc, le vendredi, souvent, on a repos. Donc là, c'est là où il était question d'éventuellement mettre une séance de muscu, des doublés ou quoi. Pour l'instant, on a repos. Donc moi, repos complet. Ouais, complet. Souvent, une fois dans la semaine, on a repos complet. Et c'est au choix ou c'est imposé? Si tu vas faire un footing, il va t'engueuler?
Il va pas m'engueuler, mais il va me dire je t'avais mis repos. Tu veux faire du haut niveau ou tu veux faire le touriste, quoi. Okay. Et il a raison. Et même moi, si je me mets repos, je vais pas faire. Souvent, je vais faire repos. Et là, tu fais quoi là? Tu vas te balader à Lyon? Souvent, non, du coup là, j'en profite pour bosser un peu ou faire comme ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois. Ouais. Là, aujourd'hui, on a un vendredi, ça oui, c'est parfait, tu vois. Ah oui, ok. Tu vois, ouais. Et donc toutes ces choses-là, en fait, le vendredi, puis en fait, c'est fou, mais tu sais, quand t'es étudiant et tout, tu te dis putain, quand j'aurai plus les études, je vais avoir un temps libre fou devant moi. Et en fait, non, parce qu'au fur et à mesure, t'as plein de gens qui rentrent aussi dans la dynamique du sport. Et du coup, t'as toujours plein de choses à faire. Tu vois, moi je m'ennuie jamais, quoi. Et donc le vendredi, ça passe par des choses là. On a aussi la chance d'avoir une unité de récup. Donc le vendredi, souvent, on se prend 2-3 heures avec les gars du groupe. On va se mettre dans le sauna, le hammam. Tu te détends, tu refais le plein et tu repars sur le samedi matin où tu as des côtes en hiver. L'été, tu as des spés. Le samedi après-midi, petit footing ou petit tour de vélo. Et le dimanche, sortie longue, dimanche après-midi, repos. Et le dimanche après-midi, ça peut être un petit goûter avec les gars et tout. Par contre, le dimanche après-midi, souvent, je travaille pas. Genre les tâches personnelles et tout, je me dis, non, c'est dimanche, on profite. Et donc là, des spés, vous en avez pas là? Là, c'est des côtes, en gros. Là, on a les séances, c'est le fartlek VMA un peu la semaine, le début de semaine, le double seuil le milieu de semaine et le dimanche, les côtes le samedi. Puis le dimanche, on met souvent un peu de SV1 quand même, quoi, avec de la... On se rapproche, on fait du 3,30, 3,20, tu vois, sur des longues portions, pour faire vraiment de l'endurance. Et donc d'allure 3000 un peu steep, au final, t'en fais pas du tout là? Je vais quasiment, si, je vais en faire, en fait là je vais pas beaucoup en faire. Après je pars au Kenya, donc là ça va être de la prépa générale. Je vais revenir, je vais faire un peu plus d'allure 10 km pour préparer Valence. Et des allures 3000, je vais en toucher seulement que après le 10 km de Valence, quand je vais préparer un peu un 3000 à Metz. Okay. Mais sinon non, d'accord. Quasiment pas. Mais par contre, on va quand même polariser l'entraînement. Ouais. Tu vois, les côtes, ça fait partie de la polarisation. Puis dans les PPG, qu'on ne fait pas tout de suite parce que histoire que les tendons se remettent à niveau et tout. Mais après, dans les côtes, on va mettre des lignes droites à thème, des choses comme ça. Donc pour polariser, en fait, je pense que sa vision du truc, c'est que l'hiver, l'entraînement, il est large comme ça. Et que quand l'été approche, il converge vers des allures plus spécifiques. Et quand tu reprends l'allure spécifique, ça te paraît dur ou non? T'es prêt? Ouais, ça va. Après, c'est découpé par des grosses tranches, c'est des petites tranches plutôt au début. Donc en fait, franchement, ouais, c'est bien fait. Tu vois, moi, ce qui est ouf, et je pense que ce sentiment est très partagé avec les gens du groupe, c'est que moi, il y a des entraîneurs où je pense que tu arrives et tu te dis putain, aujourd'hui, ça va être carton, ça va être horrible. Moi, et après, ça vient aussi parce que plus tu cours, plus tu banalises peut-être la douleur liée à l'entraînement. Ça y est, c'est possible aussi. Mais tu vois, l'année dernière, je pense qu'il n'y a pas une séance où je suis arrivé en me disant aujourd'hui c'est calvaire, quoi. Ah ouais, que tu appréhendes? Ah ouais, c'est marrant. C'est très rare les séances ou alors les séances que j'appréhende, finalement elles passent bien. Mais c'est rare que je me mette une pression pour une séance, tu vois. D'accord. Parce que je pense qu'il arrive à... L'entraînement est dessiné de fait est que quand on arrive sur la séance, c'est jamais trop gourmand et on est tout le temps... Alors après, tu arrives des fois à être fatigué de la veille et tout, mais tu es tout le temps quand même disponible pour faire la séance. Genre moi, j'ai jamais bâché une séance, quoi. Là, un athlète de ton niveau, tu pars au Kenya, comment ça se passe? Qui est-ce qui finance? Tu peux le dire? Moi, ouais. Okay. Donc là, on part avec Sarah Madeleine. On n'est que deux parce qu'on est décalé des autres, parce qu'on a fini la saison plus tard. Moi, parce que j'espérais la sélection, et Sarah, parce qu'elle a eu la sélection. Et Bastien ne vient pas là? Alors, on a au début Jeff Pontier, ouais. Jean-François Pontier, relais, qui sera là-bas. En fait. Nous, notre entraîneur, il ne voulait pas nous laisser partir, surtout pour moi qui suis... Alors, pour moi, parce que c'est ma première, et pour Sarah, parce qu'elle est un peu plus fragile, tu vois, au niveau des tendons et tout. Donc, il ne voulait pas qu'on se retrouve là-bas à mal s'acclimater. Selon lui, il y a plus de risques d'aller au Kenya. Si c'est mal fait, ouais. En fait, il y a plus de risques que de potentiels bénéfices. Ouais. Ça va que Sarah, comme moi, on est des gens qui sommes bien dans l'entraînement, on n'est pas gourmand, on travaille juste. Et du coup, pour nous, je pense que pour le coup, effectivement, c'est intéressant d'y aller. Mais je sais que mon entraîneur, il ne laisserait pas partir n'importe qui là-bas, sauf s'il y en a un qui veut se faire vraiment plaisir. Mais à ce moment-là, il serait hors cadre et il n'est plus dans ces missions fédérales qui sont dans le Pôle France de former des gens à faire des médailles. Et pourquoi tu tenais à y aller? Parce que du coup, déjà, on est quand même en amont dans la saison. Et puis moi, je fonctionne aussi sur le fait que, tu vois, le stimuli mental de vivre une expérience et tout, je sais que ça va m'apporter quelque chose. Je sais que je vais être sensible à ça. Et que l'expérience du truc va me faire grandir en tant qu'athlète. Et qui me dit grandir en tant qu'athlète, peut-être qu'au retour du Kenya, je ne serai pas dans les plus forts, mais je sais que ça va me permettre de pouvoir en faire partie à court terme. Tu sais, ça fait partie des étapes essentielles. Et chaque étape ne va pas forcément te faire progresser tout de suite. Et encore, ça se trouve, parce qu'il y a quand même des effets de l'altitude et tout, tu vois. Mais c'est vrai que tu as des risques qui peuvent être un peu sanitaires. L'encadrement et tout. Nous, on a sécurisé l'encadrement pour que Jean-François soit là, que Jeff soit là sur les premières parties du stage.
Après, il était question de est-ce que mon coach vient, etc. Le problème, c'est que on est Pôle France, mais on a des moyens, mais pas encore suffisamment pour partir non plus, pour emmener le coach n'importe où tu vois. Donc ça a été un questionnement et au final, il ne sera pas avec nous. Mais par contre, quotidiennement, et on va être en relation, ça, il n'y a aucun doute. J'ai vu que tu m'as dit en off que tu préparais le 10 de Valence, là, début janvier. Tu as fait 28,55, j'ai vu. J'ai fait 28,55. Ah oui. Ah oui, ouais. C'est pas le plus facile, ce sera plus plat à Valence. Ouais, c'est plus plat à Valence, ouais. Et t'ambitionnes quoi là, tu sais? Moi, en gros... Tu vas faire une vraie prépa 10 et tout? Ouais, quand même. Moi, je vais quand même... tu vois, Houille, déjà, Houille, avant, mon ancien record, ça devait être 29,11. C'était l'année dans 2022, je crois. Donc, tu vois, déjà, j'avais pas couru depuis 2 ans sur 10. Le parcours de Houille, il est sympa, mais c'est plus le parcours de Houille il y a 2 ans. C'est un nouveau parcours. Il y a un changement d'organisation et tout. Il y en a, il y a 2 bosses. Alors, tu vois, bon. Ah oui, mais après, fait, moi, j'aime pas reposer. Tu sais, quand tu fais une mauvaise performance sur un truc et il y avait trop de vent, machin. Non, ça me saoule. Ouais, mais pour le coup, là, pour le coup, effectivement, le parcours n'était pas idéal. Du coup, sur ce parcours-là, j'avais fait 28,55. Avec la préparation qui va être plus spécifique et le parcours qui sera plat et le fait que je suis meilleur aussi qu'avant, je me dis, j'ai pas de réel objectif chronométrique parce qu'en fait sur 10 bornes je m'en fous un peu de faire une dinguerie ou pas, même si pour moi je serais content, mais je me dis autour de 28-20 je serais content. Ouais. Ok. Et si t'as pas de réel objectif, pourquoi tu vas? C'est parce qu'en fait, profites de Valence, non, même pas, c'est que du coup moi tu vois sur 3000 steeples je commence à être pas mal dans ma spécialité. Et par contre, en fait, sur semi-marathon, sur 10 km, sur 1500 mètres et tout, même si sur 1500 mètres, je suis enfin passé sous les 3,40, je ne suis pas encore très très bon. Et du coup, je me dis, pour être performant sur steeple, il faut être meilleur sur steeple. Mais pour être meilleur sur steeple, il faut être meilleur sur tout ce qu'il y a autour. Ouais. Donc en fait, là, je vais à Valence, surtout dans l'objectif d'être meilleur sur 10 bornes. Et pas pour rentrer en ayant la fiche avec le chrono, tu vois. Ah si, ça fait partie du truc. Mais l'idée, c'est d'être meilleur. En gros, c'est comme si tu avais plein de curseurs. Et là, je veux pousser tous les curseurs pour être le meilleur, quoi. Sur base athlée, j'ai regardé ta fiche. Les records, tu as 4 lignes, toi. T'as 4 mais moi, c'est simple. J'ai jamais couru de 800. J'ai fait. T'as un 15. J'ai même pas de. Si, le 5000, je sais même pas s'il y est parce que c'est non, il y est pas, je crois. Tu vois, j'ai rien. T'as le 3000 et du coup, forcément, tu as envie de tout pousser parce que, en gros, d'avoir un socle, d'avoir une base meilleure pour être un steepler meilleur, quoi. Quand on fait du marathon, l'effort 10 km, il est court. Il est dur. Quand on fait du 3000 steeple, il est comment? Moi, je trouve qu'il est dur aussi, franchement. À Valence, à Houille, tu vois, je me suis dit, c'est dur aussi. Ouais. Mais je pense que le plus dur, c'est le 5000 par contre. J'en ai jamais fait vraiment à haut niveau, mais quand je me projette dans le truc, quand j'échange avec les gars qui font ça, je pense que le 5000, c'est le plus dur. Tu vois, quand j'entends les gens qui disent, c'est le 800 mètres, les efforts lactiques et tout, le 800 mètres, ça doit être très dur sur l'instant. Mais tu pars, t'es déjà arrivé, quoi. Enfin, c'est vulgaire, vulgairement c'est ça. Et c'est très dur, Mais pour moi, un 5000, c'est long. T'es sur des allures quasiment 3000, mais sur 5000, je me dis, putain, ça va être un enfer, quoi. Donc à côté de ça, 10 bornes, c'est long aussi, mais t'es sur la route, si le parcours est sympa, qu'il tourne un peu et tout, si t'as des bonnes sensations, que t'as un bon groupe, je pense que ça passe bien. Ok. Comment t'as géré Oka là quand il était passé de la montagne à la piste? Écoute, j'ai vraiment de la chance que Oka ils aient eu parce que c'est pas une marque hyper implantée en plus. Non, quoi. Et en plus, moi du coup, j'ai eu un contrat avec Oka pendant 1 an, pendant 2 ans sur la piste, sur le trail, pardon, c'est ça que je dise pas de bêtises, pendant 2 ans c'était. Et en fait, en 2021, quand j'ai voulu passer sur la montagne, sur la piste, c'était au moment où j'allais avoir une vraie proposition financière du truc, tu vois. Parce qu'en fait, j'avais juste en gros, j'ai eu une énorme transition de matériel entre le Team Buff et Oka. Et après, j'ai eu une proposition de Oka pour la montagne qui avait été sans être signée et tout. Ah si, ça avait même été signé. Et en fait, après ça, je leur dis putain, j'aimerais bien faire de la piste. Et ils m'ont dit vas-y. Ok. Franchement, donc du coup, c'est Christopher Hensford, le gars qui s'occupe de ça. Et moi, ce que j'ai beaucoup avec ce gars-là, c'est que je pense que c'est un athlète, tu vois, il a fait 2h18 au marathon, il a la capacité, comme un bon coach, de pouvoir voir aussi le potentiel de certaines personnes. Et pour le coup, il avait plus confiance en moi à ce moment-là dans mon projet que moi, je pense. D'accord. Et en fait, lui, il s'est dit, vas-y, je pense qu'il y a moyen que ça puisse être sympa. Et donc, en fait, je suis arrivé sur la piste, j'avais déjà un contrat, même avec du financement. À l'époque, c'était déjà pas mal, tu vois, un petit financement, mais je pouvais quand même payer mes études. Enfin, mes études sont gratuites, c'est une école publique. Mais je pouvais payer mon logement, ma nourriture. J'étais émancipé de mes parents, alors que, en fait, je suis arrivé sur la piste
avec un truc d'athlète alors que j'avais jamais foutu un pied sur la piste avant, quoi. Donc ils avaient quand même vraiment confiance en le truc. Et puis dans tous les cas, ils savaient que vu que j'avais une bonne dynamique en montagne, si jamais ça marchait pas sur piste, je repasserais en montagne et que ce que j'allais avoir appris sur piste m'aurait aidé aussi en montagne. Mais le fait est qu'il a eu confiance en projet et je l'ai eu encore au téléphone il n'y a pas longtemps pour d'autres projets. Il est super, enfin tu vois, il regrette pas, quoi. Et il t'envoie encore des baskets de trail ou... Ouais, c'est moi qui les choisi les baskets, mais j'en commence toujours un peu parce que tu vois là, j'en ai fait là pendant la période avant de couper, du coup j'ai fait 2 semaines de montagne, en reprise j'ai fait 1 semaine, je cours toujours en montagne parce que j'aime ça, quoi. Et les pointes, tu fais un retour, t'as un avis à donner ? Les pointes, pas encore, en fait, pas encore trop dans le truc parce que bon, déjà, en fait, j'avais pas avant, en gros, tu as donc un des créateurs de Hoka, Christophe Aubonnet, qui est un ingénieur qui fait parmi les 3 qui ont lancé Hoka, qui habitait à Annecy. Lui, tu pouvais travailler avec lui sur des prototypes de chaussures et tout. Et avant, ça se faisait pas sur les pointes. Et sauf que depuis quelques temps, ils ont installé à Annecy, en fait, un centre de création, de design produit, donc ils créent des produits et tout. Donc maintenant, en fait, oui, effectivement, je pourrais participer aux produits et tout. Après, je pense que c'est très fait aussi aux États-Unis et tout. Et non, pour l'instant, je fais pas partie du processus. Surtout que cette année, ça a été compliqué parce qu'il n'y avait pas de. Les chaussures longue distance n'ont pas été homologuées au début de la saison. Tu vois, j'ai dû courir avec d'autres chaussures pendant une partie de la saison. Ça c'est, tu vois, c'est un peu dommage. Alors qu'ils avaient une chaussure qui était très très bonne. Franchement, j'ai testé 2-3 autres chaussures. J'ai fait tester ces chaussures-là à des amis. Elle était incroyable. Celle de l'année 2024 était fantastique. Elle avait une épaisseur de 25 mm. Ah oui, donc ça passe pas, ouais. Sur piste. Et en fait, la réglementation World Athletics a changé. Ils ont dit, c'est pas 20 mm maintenant, c'est 20 mm. Il y a 2 ans, c'était 25. D'accord, ok. Et je ne sais pas sur quoi s'est basé ce changement-là. Je me dis, forcément, il y a dû avoir aussi du lobbying, je pense, de certaines marques, je ne sais pas. Mais pourquoi une règle passer d'une... C'est bizarre d'aller dans ce sens-là, de réduire d'un coup. Il y a des records qui ont été faits, homologués avec ces chaussures, tu vois, c'est bon. Ouais. Il se trouve que du coup, Hoka s'est fait un peu prendre de cours là-dessus. Il y a des torts à tout. Et là, voilà, ils ont rebondi. Ils ont une pointe de 15 qui est top. La pointe de longue distance qui va enfin être homologuée et tout. Donc là, non, c'est bon. On m'avait dit que tu étais sympa, on m'avait pas dit que tu étais aussi bavard. Ah ouais, tu vois. Si tu avais 3 athlètes à aimer écouter, un pistard, un routard et un trailer. À aimer écouter. Que tu aimerais découvrir, ouais. Que j'aimerais découvrir, que du coup que je puisse te conseiller. Par exemple, toi aussi. Ouais. Mais du coup, j'aimerais bien essayer de. Alors, il est déjà très écouté et tout, mais en montagne, franchement, c'est parce que c'est un pote à moi aussi, mais un gars comme Sylvain, c'est un gars qui est hyper réfléchi sur sa pratique. En fait, il est très intelligent, il a testé beaucoup de choses dans son. Il est pas entraîné par un coach, il est conseillé par un coach. D'accord. Qui est Nicolas Martin. Donc en fait, déjà, il construit aussi à 2 son entraînement. Et puis quand tu fais de la course en montagne, c'est pas comme sur la piste où tout est réglé et tout. Tu es obligé de te mettre toi ton propre cadre parce que en montagne, t'as pas de cadre. T'as pas un chemin qui est à 12% tout le temps et tout. Donc c'est des gars qui se connaissent super bien parce que s'ils se connaissent pas bien, ils s'entraînent mal. Et lui, il a une réflexion sur la vie aussi qui est hyper intéressante. Donc je pense que je pense à lui parce que c'est vraiment un bon gars là-dessus. Après, sur la piste, en ce moment, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à écouter et qui pour autant n'est pas trop souvent au micro? Parce que sinon, même des gars comme Jimmy et tout, ils sont hyper intéressants à écouter. Mais c'est vrai qu'ils sont souvent au micro. Tu vois, moi dans le groupe, il y a un gars qui a beaucoup de recul et tout dans le truc, qui a un projet sympa, c'est Batijard. Moi, j'aime beaucoup échanger avec lui là-dessus. Et qu'on n'entend pas beaucoup, ouais. Et qu'on n'entend pas beaucoup. Ouais. Et c'est-à-dire que c'est des gens où quand tu vas parler avec ces gens-là, tu vas pas parler juste en surface, tu vois. Tu vas aller en profondeur et tout, explorer ce que lui il pense, etc. C'est un gars qui prend le temps de réfléchir, qui a vécu l'expérience aux États-Unis aussi. Tu vois, donc des trucs quand même sympathiques. Donc dans mon cercle proche, je dirais Batijard. Ouais. Après, il y a Sarah qu'on n'entend pas beaucoup non plus et qui est hyper intéressante à écouter. Et après, et un routard, des fois tu faisais lièvre un peu, j'ai vu. Ouais, j'ai fait lièvre avec Duncan Peria. Ah oui. Sur semi, ça m'est arrivé une fois. Duncan, il doit être intéressant, Duncan. Ouais, Duncan, il est intéressant parce que Duncan, il est déconnecté de notre réalité en fait. Non, mais c'est trop bien. C'est il pense pas comme toi. Ouais. Moi, je sais qu'avec Duncan, ce qui est bien, c'est qu'en fait, du coup, la conversation elle est top parce que du coup, tu te surprends sur des points et tout. Après, il peut être critiqué aussi. C'est vrai que sur
parce qu'il fait des trucs à l'instinct. Tu vois, là, il a voulu faire son truc, il est parti faire le tour de la France, et il faisait 100 bornes par jour et tout. Tu te dis, putain, dans une démarche de haut niveau, c'est un projet qui est quand même une grosse parenthèse. Et c'est son truc, tu vois. Ouais. Et je me dis, ça, si ça dérange personne et que lui, ça lui fait plaisir, bah vas-y, quoi. Il a raison, ouais. Et donc, ouais, d'un camp, c'est quand même un gars qui peut être intéressant à écouter. Ouais. Franchement, je pense que ça peut être sympa. Moi, j'aime bien aussi des cas comme Hassan Shahidi et tout, parce qu'en plus, je faisais des crosses avec eux dans la région. Je pense que c'est quelqu'un qui est hyper discret, mais qui est très marrant. Tu vois, là, maintenant que je le connais, je le connais pas bien, mais maintenant qu'il voit aussi qui je suis, tu vois, quand on se croise, c'est un peu le gars qui a des petites blagues, un peu bien placé sur des blagues et tout, tu vois. Et je pense que ça peut être sympa, parce que lui, il est pareil, il a une expérience dans le niveau qui est incroyable. Il est passé dans le groupe, il a été entraîné par Bastien Perrault, mon entraîneur, et du coup, je dirais, Hassan. T'es encore jeune, comment tu vois l'avenir là? Bah, je suis jeune, ouais, maintenant j'ai 26 ans, mais surtout dans la discipline, tu vois, en termes de maturité physique, oui, je pense que je suis jeune. Bon, de toute façon, je vais continuer sur la piste tant que je vois que j'ai des opportunités d'évolution et tant que je me fais plaisir. Tu vois, aujourd'hui, j'adore courir sur la piste, mais j'ai construit tout mon entourage autour. J'adore mon entraîneur, j'adore mon groupe d'entraînement, c'est des super potes. On part en stage ensemble toute l'année. Et en fait, j'ai un entourage, l'entourage que j'ai autour, il fait partie de mon bonheur, quoi. Et du coup, forcément, je suis content de courir, je suis content d'être avec les gens avec qui je suis. Et du coup, je me dis, tant que je ne perdrai pas ça, je pense que je vais continuer. Après, moi, j'ai envie de faire de la montagne plus tard quand même. Est-ce que tu lis pas ça aussi un peu à la progression? Là, tu es content parce que tu progresses. Je pense que le jour où la courbe s'inverse, ça va être moins drôle quand même, non? Ouais, ça va être moins drôle, mais justement, après, c'est tout con. Mais si tu as un entourage qui est top, et nous, on a construit un entourage qui est hyper solide, je pense que c'est bien. Et moi, je suis quelqu'un, c'est bizarre de dire ça, mais tu vois, j'aime bien perdre aussi. Tu sais, la sensation quand tu as fait une bouse ou quand tu es déçu de toi et que tu vas dans ta douche le soir, en fait, quelle que soit la douche après course, je suis content. Parce que si tu as fait une bonne course, tu as une ambiance, tu es trop bien. Et si tu as fait une mauvaise... En fait, si tu fais une course moyenne, limite, c'est chiant parce que tu rentres chez toi, tu n'as pas d'émotion. Ouais, tu es blasé, tu n'as pas d'émotion. Si tu fais une super course, tu rentres, tu es heureux. Si tu fais une mauvaise course, tu as une remise en question et du coup, tu as une introspection. Et moi, j'aime bien aussi des fois réfléchir sur moi-même. Et ça... Quand c'est sur une courte période, ça va. Après, c'est sûr, si c'est pendant plusieurs périodes et tout, et que ça amène le fait que tu fais plus plaisir et que tu vois plus d'issue de performance, je sais que en ce qui concerne juste la course à pied, je m'épanouirais plus à courir en montagne que courir sur du bitume. Donc je retournerai en montagne. Ce que tu dis, moi personnellement, j'ai souvent fait une bonne course après un échec. Ouais. Ah bah oui, même. Ouais. Puis oui, souvent parce que tu te remets en question et tout, puis tu retrouves de la motivation et en fait, tu te poses des questions et quand tu te poses des questions, tu remets du sens dans ton projet. Et des fois, quand tu enchaînes les bonnes performances et tout, tu peux peut-être banaliser ça et perdre le sens du truc. Alors que quand tu fais une bouse, tu remets tout ça au milieu. Tu remets l'église au centre du village et tu te rappelles pourquoi tu fais ça et l'intérêt que ça a. Et avec l'intérêt que ça a, tu retrouves la motivation et la motivation amène la performance, quoi. Et comme tu dis, les pires, ça m'est arrivé quelques fois, c'est quand le chrono est ni bon ni mauvais, mais tu n'as pas l'impression de t'être donné à fond. C'est chiant, tu vois. Parce qu'en fait, tu rentres chez toi, tu n'as rien appris pour le coup. Ouais, tu es frustré. Ouais, tu es frustré. Tu es frustré. Ouais. Parce que tu n'as pas vécu d'émotions. Et c'est quand même cool de vivre des émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir, franchement, c'était trop cool. Et à bientôt. Je te souhaite le meilleur pour la saison et régale-toi au Kenya. Toi aussi, rigole-toi bien. Et puis j'espère que ceux qui nous écouteront apprécieront. Et puis moi, j'ai passé un beau moment. Moi aussi. Merci à toi. Allez, merci Baptiste. Ciao. Ciao. Born Podcast.